Bienvenue à tous et à toutes. Je suis ravie que vous soyez si nombreux pour assister à cette conférence sur un thème qui n'est pas très drôle, à vrai dire, parce que dans la relation amoureuse, je traite à chaque fois un thème différent. Et là, ce soir, avec vous, je vais traiter tout ce qui concerne la rupture amoureuse, la fracture, que ce soit avant, pendant, après. J'avais intitulé le titre de cette conférence « Rompre, faut-il rompre, ne pas rompre ?» Donc ça c'est en amont. Comment rompre? Et après, si vraiment il y a fracture, séparation, la reconstruction, comment on fait pour se reconstruire. Et j'aborderai aussi avec vous la question du deuil amoureux et des étapes du deuil, pour que vous soyez plus au clair sur qu'est-ce qui se passe au moment de la rupture. Donc en tant que psychologue, psychothérapeute, c'est vrai que je vois énormément de personnes, de mes patients, patientes et patients, hommes et femmes, qui souffrent terriblement de séparation amoureuse, avec des deuils plus ou moins longs, selon les capacités que nous avons chacun à rebondir, qui sont parfois soit des deuils escamotés, c'est-à-dire on va appeler ça des deuils de remplacement, je remplace tout de suite pour ne pas sentir la souffrance, et je remplace par un autre objet d'amour, je saute sur la première personne, ce qui n'est aussi dysfonctionnel que de faire des deuils très longs, qui sont ce qu'on appelle les deuils pathologiques, qui peuvent durer 1 an voire plus, plus d'1 an, ça commence à faire long si la personne continue de souffrir et de fixer sur l'objet d'amour ou l'ex. Voilà. Donc je parlerai de ces problématiques du deuil amoureux, mais avant de parler de tout ce qui concerne la séparation, c'est vraiment en introduction ce que je voulais dire là-dessus, et que Freud disait d'ailleurs, c'est que il n'y a pas grand-chose qui nous fait plus souffrir que l'amour et notamment l'attachement qu'on peut avoir et l'abandon quand il y a rupture. Donc on est vraiment amenés, nous les êtres humains, à s'attacher assez parfois fortement et à souffrir du manque et de la rupture, d'une perte d'objet d'amour. Donc à ce titre-là, c'est important pour moi d'examiner avec vous toute cette question autour de la rupture amoureuse et comment on peut gérer ou naviguer au mieux avec cette rupture et comprendre les mécanismes. Qu'est-ce qui se joue à notre insu, comme quand nous subissons une rupture ou quand nous décidons une rupture, parce que soit on la subit, évidemment c'est encore plus dur que quand on décide de rompre et qu'on tient les rênes. Mais néanmoins, qu'on soit celui qui soit victime ou celui qui décide, de toute façon, au moment de la rupture, les conséquences, c'est que on n'est plus avec la personne, et donc on doit faire face à un deuil amoureux qui est de toute façon toujours souffrant, plus ou moins. Alors, donc je vais étudier avec vous cette question-là, et à savoir aussi que ça peut être très aigu, ça peut mettre les personnes vraiment en difficulté, cette histoire de rupture amoureuse. Certaines peuvent être vraiment en souffrance avec des décompensations, dans des angoisses terribles, des angoisses d'abandon, problématiques à l'alcool, de dépression, plus ou moins fort pendant un temps qui dure plus ou moins longtemps selon chacun. Donc ça peut être extrêmement aigu et douloureux pour certains, d'autres moins, à savoir aussi qu'avec l'expérience et le fait d'avoir eu pas mal de ruptures emmagasinées, vous avez aussi appris les uns et les autres à faire face, à trouver des appuis intérieurs, à trouver des manières de mieux gérer la rupture. Et donc je dirais plus on a de ruptures amoureuses dans sa vie, et en général mieux on sait faire face, parce qu'on a appris des choses. C'est aussi des cadeaux que d'apprendre à investir sur soi au moment de la perte de l'objet d'amour. Voilà.
Donc comme je vous disais en introduction que je vois énormément de personnes en souffrance dans des moments de deuil amoureux, et parfois ça dure très très longtemps, je me suis amusée à décrire des typologies, des types de personnes qui sont amenées à rompre ou à subir la rupture. Et donc selon la personnalité, on va voir que les personnes ne fonctionnent pas de la même manière dans les crises et les moments de rupture. Donc dans les typologies, ce que j'ai pu observer, il y a ceux qui n'arrivent jamais à quitter l'autre. Donc ce sont les personnes qui sont mal à l'aise avec l'idée d'une rupture éventuelle et qui imaginent que, oh là là, si je quitte, je vais m'effondrer, mieux vaut rester dans une relation qui est pas terrible, voire empoisonnée, mais c'est mieux que de perdre le lien. Parce que perdre le lien, c'est vécu comme dangereux, comme un abandon ingérable pour ces personnes-là. Donc, ce sont des personnes, ceux qui n'arrivent jamais à quitter, qui ont en général l'espoir que ça puisse changer. Soit l'autre puisse changer, soit que la relation puisse changer, mais il y a quelque chose de l'ordre de la persévérance et d'un espoir entretenu sur lequel, oui, bon, ça va mal, il y a une crise, bon, c'est quand même pas terrible, mais peut-être que ça pourrait s'arranger, je garde l'espoir que... Et on dit que l'espoir fait vivre, et moi je peux vous dire l'inverse, c'est que dans les histoires d'attachement amoureux comme ça, non seulement ça fait pas vivre, j'en reparlerai peut-être tout à l'heure, mais en plus ça peut vous maintenir dans des problèmes de maltraitance, en restant dans des relations empoisonnées ou toxiques. Donc je reparlerai de cette histoire d'espoir, parce que entretenir l'espoir alors qu'en fait ça va vraiment pas et que la relation est beaucoup plus pourrie que bienveillante, ça peut vous mener à vous faire maltraiter en fait, hein. Et donc la maltraitance, être victime de maltraitance, c'est jamais bon pour les personnes, ça veut dire que vous manquez de bienveillance vis-à-vis de vous-même. Voilà. Mais ceux qui n'arrivent jamais à quitter, eux, en général, ont plus une problématique. J'ai peur d'être abandonné, donc pour ne pas être abandonné, autant rester dans un lien, persévérer. Alors eux, ils vont dire comme discours, c'est bon, il y a des obstacles, il y a des crises, mais c'est pas grave, on peut toujours y arriver, on va communiquer, on va faire une thérapie de couple, on va faire ce qu'il faut. Mais l'engagement est là, soyons courageux, on va dépasser, c'est comme ça que les couples magnifiques arrivent à s'en sortir, c'est en dépassant et en restant ensemble dans le lien coûte que coûte. Donc oui, effectivement, je suis d'accord avec ce discours-là jusqu'à un certain point, hein, vous avez compris que rester dans le lien coûte que coûte, c'est pas forcément ce qu'il y a de mieux, pas toujours, hein, jusqu'où je me fais pas le traiter, jusqu'où je m'empoisonne la vie, ou jusqu'où j'ai peur de la solitude, et que j'imagine que je ne peux pas trouver autre chose de mieux pour moi. Voilà. Ça c'est la première chose, ceux qui n'arrivent jamais à rompre. À l'inverse, il y a ceux qui s'arrangent pour se faire quitter. Enfin, c'est pas l'inverse d'ailleurs, c'est un peu dans le même esprit, mais on les appelle les passifs, ceux-là, ou moi je les appelle les passifs. C'est ceux qui s'arrangent pour se faire quitter, c'est-à-dire qu'ils n'osent pas monter au créneau, ils ne sont pas des attaquants. Donc ils ont peur de faire du mal, ils ont perdu l'équipement de l'attaque, de la réponse d'attaque, donc ils vont plutôt avoir tendance à s'organiser pour se faire quitter. Hein, donc bon, c'est pas compliqué, on sabote la relation, on sabote, on fait payer indirectement, on fait pourrir l'histoire quoi. Hein. Mais c'est pas la personne qui va prendre des choses en main et qui va décider de rompre en prenant les devants. Elle va s'organiser pour que ce ne soit pas elle qui tienne les rênes là-dedans. Hein. Donc comme si il y avait une image de marque à tenir. Oui, ce ne sera pas moi, hein, c'est pas moi qui ai décidé, voilà. Donc ça peut être une image de je ne suis pas celui qui fait du mal. Je suis la gentille ou le gentil. Donc moi, je me fais larguer, mais je largue pas. Alors, est-ce que ça part de cet endroit-là? Je ne sais pas. Mais c'est vrai que j'ai remarqué que ceux qui s'arrangent pour se faire quitter, en général, n'aiment pas qu'on leur fasse remarquer qu'ils sont éventuellement méchants ou méchantes parce que c'est eux qui décident. Hein. En tout cas, il y a quelque chose de l'ordre de je n'arrive pas à décider, je préfère que ce soit l'autre qui décide pour moi.
Autre type de personnes, alors c'est l'inverse, c'est ceux qui quittent facilement par contre. Pour un oui, pour un non, ils vont, pour un oui, pour un non, alors ça c'est un type aussi de personne, je vais quitter dès que ça va mal. Il y a un peu de fumée dans l'histoire, et donc hop, ça sent le roussi, je préfère quitter plutôt que d'investir et de me heurter à des problèmes sur lesquels ça ne va pas se résoudre, ça va être compliqué. Donc premier obstacle, hop, je quitte le bateau, je quitte le navire, hein, et je persévère pas, et je communique peu, et j'investis pas plus que ça. Voilà. Donc il y a des personnes qui fondamentalement hein, fonctionnent comme ça, et qui vont évidemment se retrouver dans une autre relation, vont répéter ce schéma de si tout va bien je reste, si ça commence à sentir le roussi, donc quittons le navire et allons trouver quelqu'un évidemment de meilleur, de mieux pour moi, qui me correspond, celui-là il est pas bon, puis après ce sont des schémas répétitifs, hein, et celui-là il est pas bon, et puis celui-là il est pas bon, puis celui-là il est pas bon, donc voilà, donc on peut passer sa vie aussi à courir après quelqu'un, après un miracle, en quittant abusivement, je dirais, un peu rapidement comme ça. Donc ce sont des non-persévérants. Dans cette typologie-là, ceux qui quittent facilement, il peut y avoir des personnes qui aiment contrôler. Hein, parce que c'est plus facile, il faut dire que c'est plus facile de prendre la main, de décider de rompre, que de subir la rupture, d'en être victime. Donc ceux-là, en général, très souvent, ceux qui décident et qui prennent les devants, souvent ce sont des personnes qui aiment contrôler. Et il faut voir que, à chaque fois je le dis, les personnes qui sont les plus traumatisées sont celles qui ont le plus besoin de maîtriser, de contrôler les situations, les personnes, les événements, etc. Hein. Ça peut être aussi un facteur de je décide de quitter, c'est moi ici qui décide, donc ce qu'on va appeler la position haute, l'autre c'est la position basse, hein, c'est moi qui décide ici, je suis en position haute, je suis en position de celui qui domine la situation, qui maîtrise la situation. Et rappelez-vous d'une chose, ayez en mémoire que c'est pas parce que la personne le décide qu'il est plus brillant, qu'il est mieux que vous, qu'il va mieux. C'est pas qu'il va mieux, c'est qu'il va moins bien. En général, les gens contrôlants sont les plus traumatisés, je répète. Hein. Il peut y avoir aussi dans les actifs, hein, ceux qui décident de rompre, ça peut être aussi des personnes qui, pour éviter de se faire quitter, hein, vont prendre les devants. Ils ont tellement peur de souffrir d'une éventuelle rupture qu'ils anticipent la rupture et donc ils se disent « Oh là là, ça va être vraiment horrible, c'est trop souffrant, donc avant d'en arriver là, je préfère prendre les devants » et donc ils vont anticiper et faire des ruptures anticipées. Hein, ils n'ont même pas eu le temps d'avancer dans les crises pour tout de suite larguer le bébé avec l'eau du bain. Voilà. Donc ça peut être aussi des dysfonctionnements de la relation. Hein. On va trouver ici dans ces typologies presque des schémas pathologiques de la relation, hein, où ces personnes-là vont répéter sans s'en rendre compte. Évidemment, c'est fait de manière non consciente. Hein, comment je m'organise, soit pour ne pas quitter, soit pour quitter facilement, soit pour ne pas être quitté, et pour être victime et pour être passif. Voilà. Ensuite, dans les typologies, j'ai remarqué aussi qu'il y avait les personnes dites loyales. C'est ceux qui sont dans le devoir. Et donc, ils vont plutôt, eux, insister, rester dans le lien. Et quand ils vont rompre, en général, ils ne vont pas rompre pour partir avec une autre personne, mais ils vont rompre parce que vraiment, la coupe est pleine, qu'ils n'en peuvent plus, et qu'il n'y a pas d'autre, pour eux, il n'y a pas d'autre issue. C'est l'impasse. Et donc, je romps. Mais je ne romps pas parce que j'ai mis quelqu'un d'autre dans ma vie. Je romps parce que je ne peux plus faire autrement, je suis coincée là-dedans. Hein, donc eux, ils vont rompre par impasse, mais par quand même loyauté. Il y a quelque chose de l'ordre de mon devoir de père de famille, mon devoir de mari, etc. fait que j'ai essayé tout, j'y suis pas arrivée, donc mais je romps pas pour quelqu'un d'autre. Alors que, à l'inverse, il y a les personnes plutôt prudentes et qui vont commencer à dire « Oh là là, ça va pas bien dans mon histoire », autant que j'anticipe des plans A, B, C, et je vais rompre si et seulement si j'ai déjà quelqu'un d'autre dans ma vie. À ce moment-là, voilà, je suis plus en tranquillité, il y a quelqu'un d'autre qui arrive dans mon champ, donc là, ça me permet de rompre. On va dire que même une autre personne arrive, et donc c'est le prétexte qui fait que ça va me permettre de rompre plus facilement, puisque voilà, j'ai quelqu'un, donc je suis pas dans la solitude, je suis plutôt
j'ai le frigidaire plein, quoi, comme j'appelle ça, comme ça. Hein. Là, c'est voilà, j'ai besoin. Et les prudents en général, ils ont besoin d'avoir un frigo plein et pas un frigo vide. Voilà, je dis ça avec amusement. Dernière typologie aussi que j'ai remarqué, c'est ceux qui ont peur de l'engagement. Donc les phobiques de l'engagement, ils ont tellement peur ce que je crois que je l'ai un peu dit, ils ont tellement peur de s'engager que pour eux, rompre, ça va être comme une deuxième main. Hein, je romps facilement parce que m'engager dans la relation me fait très peur. Et donc, je relationne, je romps, je relationne, je romps. Voilà. Donc, ça peut être aussi une difficulté. Alors, pourquoi faut-il rompre? Quelles sont les motivations à rompre? De quel endroit ça part, hein, que d'un coup, une histoire qui commençait bien, qui perdure, à un moment donné, finit en rupture. Alors en général, j'essaie de faire une liste, hein, des motivations de la rupture. Il peut y avoir une peur d'être abandonné. Hein, voilà, j'ai tellement peur d'être abandonné que je sens que l'autre ne me donne pas ce dont j'ai besoin. Donc du coup, j'anticipe et j'ai tellement peur d'être abandonné que ça peut être une des motivations. Je supporte pas l'idée que l'autre ne soit pas à moi, qu'il soit jaloux, donc ça peut mener à de la jalousie. Un des facteurs souvent, hein, de la rupture, ça peut être trop de jalousie. J'ai trop besoin de l'autre, je deviens jaloux et possessif, et donc il peut y avoir des crises autour de ça, et ça peut mener à de la rupture. Avoir trop besoin de l'autre. Justement, ça peut être un problème à la liberté, hein, je me sens pas assez libre. Tu es trop possessif et ça peut être une des motivations. Je me sens étouffée, je me sens envahie, tu m'encombres, tu attends trop de moi, tu exiges trop, tu deviens tyrannique, tu veux ça, c'est jamais assez, tu me contrôles, tu me fliques, donc tu me laisses pas libre, donc j'ai pas d'air. Et à partir de là, certains ne peuvent pas le tolérer et ça peut être un des facteurs de rupture assez fréquents dans les couples. Hein. À l'inverse, il peut y avoir des personnes qui vont manquer d'attention. Hein, tu manques, voilà, tu me fais pas assez de cadeaux, tu me regardes pas assez, t'es pas assez présent avec moi, tu partages pas grand chose avec moi, voilà, tu ne t'occupes pas de moi en fait, hein, suffisamment à mon goût, et donc à force, je suis tellement malheureux que voilà, je te le fais peser et ça peut être aussi un des motifs de rupture. En général, quand il y en a un qui est là-dedans, tu ne t'occupes pas assez de moi, l'autre y répond par tu m'étouffes, hein, tu me demandes trop, et donc au bout d'un moment, ça peut tirailler de ce côté-là. Ce que j'avais dit une fois dans une autre conférence, c'est que les problématiques en général d'angoisse, d'abandon répondent à l'angoisse d'étouffement. Hein. Un besoin de liberté, il étouffe, et donc il est toujours dans tu me contrôles, j'en peux plus, laisse-moi de l'espace. Et l'autre répond dans je suis angoissée parce que tu veux de la liberté et tu me manques d'attention, et donc j'ai besoin de ta présence, je suis dépendant. Et j'ai peur d'être abandonnée par toi, et plus j'ai peur d'être abandonnée, plus je réagis en te contrôlant et en te demandant de la présence. Et c'est le cercle perdant-perdant ici. Hein. Voilà, donc ça c'est des motivations assez classiques qu'on voit apparaître dans les couples qui rompent. Trop de disputes aussi, il peut y avoir trop de disputes dans l'air. Et donc, au bout d'un moment, il y a tellement de désaccords et de disputes qu'il n'y a pas de paix, quoi. Hein. Et donc, les besoins d'apaisement, les besoins d'accalmie, à un moment donné, prennent le pas. Trop de tension, la personne, elle va devenir en survie. Elle n'est plus dans la vie. Alors, je vous rappelle que la relation, quand même, de mon point de vue, entre parenthèses, c'est quand même plus fait pour être vécu de manière agréable que désagréable. Hein. Si dans le curseur, il y a plus de moments désagréables que de moments privilégiés, mieux vaut être seul que mal accompagné. Hein. Donc, quand il y a vraiment trop de disputes et que vraiment l'ambiance est électrique, et que vraiment il y a tellement de tension que vous êtes en mode survie et plus dans la vie, peut-être il faut se poser des questions. Et des fois, les personnes en finissent par rompre parce que c'est juste pas supportable qu'il y ait trop de tension, trop d'électricité dans l'air comme ça fatigue beaucoup l'organisme. Hein. Très fatigant de vivre tout le temps en tension comme ça, en conflit permanent.
Pour les enfants, d'ailleurs, dans ma clientèle, hein, pour les enfants qui sont otages de disputes familiales, il y a beaucoup de dégâts pour eux à avoir vu leurs parents se disputer comme ça considérablement pendant des années de manière répétée. Donc il y a beaucoup de souffrance hein, chez les enfants où les parents se disputent, mais veulent quand même rester ensemble, ne pas rompre pour les enfants, soi-disant. En fait, ça fait beaucoup plus de mal que de bien. Hein. Donc les disputes, c'est normal qu'il y ait des disputes dans un couple. Heureusement que ce n'est pas toujours linéaire. On ne peut pas avoir toujours les mêmes points de vue, et c'est normal, la vie n'est pas lisse. C'est normal qu'il y ait des hauts et des bas, donc c'est pas du tout gênant qu'il y ait des moments de colère, de dispute, mais il ne faudrait pas que ce soit presque permanent. Parce qu'à ce moment-là, je vous dis, on n'est plus dans la vie, on est dans la survie, ça n'a aucun intérêt de rester avec quelqu'un pendant des années à se disputer tout le temps. C'est comme si on s'imagine qu'on ne peut pas trouver mieux. Et en même temps, il y a des couples qui fonctionnent dans la dispute. Hein. C'est passionnel, et c'est comme si cet état d'intensité passionnelle, avec plein de crises et plein de disputes, leur permettent de s'unir. Ils sont unis sur la dispute, c'est ridicule, mais c'est comme ça. Et il y a des personnes qui, jusque très âgées, hein, qui vivent dans des relations comme ça, très, très conflictuelles, et qui n'arrivent pas à changer les données. Voilà. Donc c'est presque autodestructeur. Mais souvent, ça peut mener, trop de disputes, à une rupture. L'écart de valeurs aussi, voilà les motivations à rompre. Quand les valeurs de l'un sont trop en grand écart, trop décalées avec les valeurs de l'autre, on a très souvent remarqué que ça pouvait mener à une rupture, une fracture. Hein, si par exemple, je ne sais pas moi, j'aime, je sais pas, tout ce que j'aime, l'autre n'aime pas, tous mes goûts par exemple, hein. J'aime bien faire de la moto, j'aime bien les grands voyages, j'aime bien tout ce qui est aventure, etc. Et l'autre est très plan-plan, très casanier. Alors ça peut se compléter, mais jusqu'à un certain point. Parfois les écarts de statut social aussi, hein, on n'est pas sur la même, il y en a un qui est vraiment sur un statut social élevé, l'autre sur un statut social beaucoup moins élevé. Et tous ces grands écarts, ça peut générer des fractures, des ruptures. Autre chose aussi classique, hein, les problèmes d'argent dans le couple. Les problèmes de famille, la belle-mère qui est trop investie, ou alors les sœurs, toute la famille qui est trop la tribu là et qui est surinvestie, donc ça peut faire des problèmes si le conjoint ne supporte pas. Les enfants de l'autre hein, aussi, dans les familles recomposées on voit beaucoup ça, hein, donc il y a des difficultés à gérer les enfants de l'autre. Donc tout ça fait qu'au bout d'un moment, au début ça va, et puis au bout d'un moment ça commence à monter trop fort, et ça peut être des causes de rupture. Donc à un moment donné, quand il y a vraiment montée de la crise, alors il y a pas les crises en général, elles montent, hein, c'est comme une cocotte minute, ça monte, jusqu'à un certain point élevé de rupture, et hop, il y a une fracture. Mais ça n'arrive pas d'un coup en général, il y a quand même un terrain qui fait qu'il y a des signaux, il y a pas mal de signaux d'alerte qui sont envoyés, qui font qu'à un moment donné, ça monte élevé, puis on sent que ça va pas tarder. Sauf pour certains couples où il y a des contentieux qui s'accumulent et on ne voit rien n'est exprimé. C'est pas fréquent, ça arrive. Hein. Donc il y a deux manières hein, de relationner. Soit on se dit rien, et tout est caché, tout est dans l'ombre, mais il y a des contentieux qui s'accumulent, mais on ne dit rien en face. Soit au contraire, il y a des signaux, hein, on envoie des signaux comme quoi ça dysfonctionne, ça va pas, etc. Mais il peut y avoir du déni aussi. Hein. On fait comme si tout va bien, et puis ça monte, crescendo, et à un moment donné, il y a une crise. Et en tout cas, pour un des partenaires, c'est flagrant, c'est on ne peut pas y arriver, on ne va pas y arriver. Il n'y a pas d'issue. Voilà, c'est comme s'il y a une impasse, c'est vécu comme une impasse, quelque chose de tragique, et la personne n'a pas de capacité de voir des options. C'est-à-dire, elle ne peut pas imaginer que ça puisse aller mieux. Donc, le mieux, c'est de rompre. Pour ne plus souffrir, le mieux, c'est de rompre. Hein. Et souvent, c'est un des deux qui est vraiment là-dedans. Parfois, après avoir tenté pas mal de choses, et puis ils se disent, bon, voilà, là, il vaut mieux rompre.
Il peut y avoir des ruptures donc calmes, hein, qui se font, on discute, on met carte sur table, on discute, on a déjà discuté, et puis bon bah voilà, on rompt parce qu'on voit qu'on n'arrive pas à faire mieux et qu'il vaut mieux rompre. Et il peut y avoir des ruptures extrêmement souffrantes et orageuses. Donc il y a des ruptures saines, ce que j'appelle des ruptures saines qui se font quand la relation elle est calme et qu'elle se termine d'elle-même. On constate qu'on n'a plus rien à faire ensemble et on s'en veut pas et c'est comme ça. Et on a fait le tour de la question, on a fait le tour de la relation, donc on se sépare bons amis, je dirais. Et ensuite, il y a la rupture qui se fait en plein suspens, en plein milieu d'une relation, de manière très orageuse, très douloureuse, parce que la relation n'est pas terminée et que c'est un qui décide en général de rompre alors que l'autre ne sent que c'est pas terminé. Il n'a pas envie que ça se termine comme ça en tout cas. Donc il y a des ruptures, ça dépend. Il y en a qui sont vraiment saines et d'autres qui sont très souffrantes et très douloureuses. Il faut voir que ça a à voir avec la chimie aussi tout ça. Je ne vous ai pas parlé de l'aspect neurophysiologique, mais l'attachement, c'est aussi très en lien avec toute une série d'hormones et de chimie qui circulent en nous. L'état amoureux, hein, c'est le circuit dopaminergique. Donc en fait, c'est tout ce qui nous dope, tout ce qui... ouais, c'est comme une drogue, hein, c'est considéré comme une drogue, l'état amoureux. Donc quand on est attaché à un objet d'amour et qu'on vit de l'intensité et qu'on vit quelque chose d'assez fort, on est dopé, drogué presque, et on se sent vivant. Et donc à partir de là, l'idée de rompre, l'idée de ne plus avoir cette personne en face de nous, c'est aussi comme si on nous prive de notre produit, de notre drogue en fait, de notre fournisseur de dopamine. Dopamine, ocytocine, hein, c'est aussi l'hormone de l'attachement, la relation. Hein. Donc c'est amusant de voir que au niveau de la partie physiologique, c'est considéré comme un sevrage, la rupture. C'est-à-dire on utilise le partenaire amoureux comme une drogue pour nous doper, pour nous faire nous stimuler, pour nous rendre heureux, pour nous sécréter des endorphines, de la dopamine, de la joie, du bien-être, etc. Donc en fait, si l'objet d'amour disparaît du champ, pof, effondrement de ces sécrétions-là, et donc c'est vécu comme une addiction, c'est vécu comme une drogue. Donc ça vous donne déjà une piste pour la reconstruction, comment je vais me sécréter ces hormones-là, indépendamment de quiconque. Bon, ça on verra sur la reconstruction, j'en parlerai après. Autre chose sur les motivations à rompre, hein. Pourquoi est-ce qu'on rompt? Très souvent on dit on s'aime plus. Alors ça aussi, il faut faire attention au langage, parce qu'on dit souvent on s'aime plus alors que ça veut rien dire. C'est un mot, on ne sait plus ce que ça veut dire. N'oubliez pas que s'aimer, traduisez, je le dis à chaque fois, mes besoins sont satisfaits. Je suis contenté de toi, donc je suis heureux, épanoui et égal je t'aime. Je ne suis pas contenté dans mes besoins, égal je ne t'aime plus. Donc bon, hein, c'est simplifié, mais en gros c'est ça. Donc quand nos besoins ne sont pas satisfaits, au bout d'un moment, et quand on a beaucoup de besoins non satisfaits, on peut vraiment commencer à dire je ne t'aime plus, il faudrait peut-être envisager de rompre. Alors ça c'est aussi une des pistes, hein, de regarder quels sont mes besoins non satisfaits, quels sont tes besoins non satisfaits, et est-ce qu'il y a manière de négocier quelque chose entre nos besoins, plutôt que de nous jeter à la figure et de dire on s'aime plus, c'est la catastrophe, etc. Dans les besoins classiques, on va voir les besoins de tendresse, hein, ce que je disais, manque d'attention, etc. On peut voir arriver les besoins de complicité, on a besoin de partager des choses ensemble, de faire des choses ensemble, d'être complice. On peut voir les besoins de liberté, j'ai besoin de prendre ma liberté. On peut voir les besoins de sexualité quand même, ça fait partie aussi, hein. La sexualité peut être au rendez-vous, parfois ça ne satisfait pas au niveau sexuel. Les besoins d'être en lien, d'intimité, hein, ça aussi ça peut être un besoin important qui n'est pas satisfait. Comment je suis en lien, est-ce que j'ai un lien qui est suffisamment ténu pour que je reste avec toi, et est-ce que je me sens protégée, en sécurité, hein. Les besoins de protection et de sécurité sont parfois très importants. Si la personne se sent insécurisée, elle peut être menacée et être à deux doigts de rompre parce qu'elle ne se sent pas en sécurité.
Après, il peut y avoir des systèmes de valeurs qui ne sont pas communs. Hein. À force, je vous avais parlé des écarts de valeurs. En général, classiquement, dans les valeurs qu'on va retrouver, c'est les drapeaux hissés, c'est l'authenticité. Je suis quelqu'un d'authentique, tu ne l'es pas. J'aime la vérité, pas toi. Tu vis dans le mensonge, par exemple, facilement. J'aime la paix, toi, ça ne te gêne pas de ne pas être en paix. Les conflits, le bruit ne te gêne pas. Ça peut être aussi bon, la liberté, l'autonomie, tu n'es pas assez autonome. Voilà, toutes les valeurs, la stabilité aussi, hein, c'est pas assez stable pour moi, donc voilà. Donc ce sont des valeurs importantes. Il faut voir que, en fonction de notre personnalité, on a nos valeurs phares, c'est-à-dire les valeurs qui sont non négociables pour nous. Si l'autre ne tient pas ces valeurs-là, ne les adopte pas, on peut se sentir très très insécurisé et donc se séparer à cause de valeurs non communes. C'est pas négociable. Donc c'est important de regarder les motivations, pourquoi on rompt, et est-ce que, ça va être justement la question d'après, est-ce qu'il faut-il vraiment rompre? Est-ce que c'est important de rompre? Parfois c'est juste une histoire de décalage de besoins, et ça peut être négociable. Hein. Si je pointe, tes besoins sont différents des miens, est-ce que je peux faire un pas vers tes besoins? Est-ce que tu peux faire un pas vers les miens? Il n'y a pas forcément nécessité de rompre. Mais quand c'est pas conscientisé, très souvent on va dire je t'aime plus, c'est insupportable, c'est ingérable, je m'en vais. Ou va-t'en, ou voilà. Mais très souvent, on ne pointe pas assez la question des besoins qui sont en dessous et qui ne sont pas satisfaits, sur lesquels éventuellement on pourrait faire un pas l'un vers l'autre. Voilà. Donc en thérapie, c'est ça qu'on fait nous, hein. En général. On prend le couple et derrière les reproches de surface, parce que quand ils arrivent, ils n'arrêtent pas de se faire des reproches, on va nous examiner quels sont les besoins de l'un, quels sont les besoins de l'autre, et est-ce qu'il y a moyen que l'un fasse un pas l'un vers l'autre sur les besoins de l'autre ou pas? Qu'est-ce qui est négociable, qu'est-ce qui ne l'est pas? Voilà, ça c'est le travail de thérapie de couple. Hein. Ensuite, comment rompre? Alors, d'abord, faut-il rompre? Pas toujours, hein, j'y ai répondu. Il y a des moments, parfois je trouve que c'est pas important de rompre. En tout cas, pas pour des broutilles, c'est dommage, le couple pourrait être sauvé, hein, dans le sens d'aller regarder aussi au niveau de la communication. Parfois, la communication est violente, et il peut simplement, en se formant à de la communication non violente, ça peut être une possibilité aussi de diminuer, d'arrêter de se faire des reproches sans arrêt et de parler d'une manière où on investigue les besoins et on essaye de faire un pas l'un vers l'autre. Donc c'est toutes des manières d'examiner, de diagnostiquer ce qui se passe de dysfonctionnel dans la relation pour pouvoir sauver certaines relations qui sinon partent à la rupture pour un oui, pour un non. Et que des fois c'est un peu dommage, pour moi c'est du gâchis d'envoyer péter la relation pour ça. Jusqu'à un certain point, il y a des relations qui sont tellement souffrantes que parfois il vaut vraiment mieux arrêter. Persévérer toujours coûte que coûte, soi-disant dans les milieux de développement personnel, on entend ça, on entend des discours des fois un peu ridicules, du style la relation fait grandir, je me mets en relation pour dépasser mes traumas, mes névroses, on se met ensemble pour transcender, pour croître ensemble, pour grandir ensemble, etc. Alors ça c'est complètement névrotique pour moi, de mon point de vue. Pour moi, on ne se met pas ensemble pour grandir. On est d'ailleurs, bon, je me pose souvent la question, est-ce qu'il y a vraiment besoin, est-ce qu'on est là pour évoluer, pas évoluer, ça j'en sais rien. Vous pouvez remettre en question ce fondamental. En tout cas, si la relation est vraiment très souffrante, je ne vois pas l'intérêt de rester en relation. Hein. Donc il y a des couples qui restent en relation avec cette motivation de se faire grandir, de dépasser, de transcender, etc. Mais jusqu'où on va avec cette histoire-là, hein. Donc à un moment donné, il y a plus de mal à se faire du mal qu'à arrêter une relation. Donc les motivations à ne pas rompre, très souvent ça peut être basé là-dessus, ça peut être aussi sur la croyance que, ok, avec lui je connais le pire, enfin je connais ça, mais j'ai l'espoir que ça puisse changer, j'ai l'espoir que la situation se retourne et que peut-être la personne va changer, la relation va changer, je ne sais pas quoi, un miracle va se passer. Alors des fois on fait de la thérapie de couple, ça marche, mais des fois ça ne marche pas. Hein. C'est pas non plus le miracle. Hein. Voilà. Donc est-ce qu'il faut rompre? Oui, parfois c'est mieux, parce que sinon je me mets sous les cailloux, c'est-à-dire que je vais vraiment me faire maltraiter, et si je ne m'aime pas assez, si je n'ai pas assez d'amour pour moi, je ne vais pas poser mes limites et je vais rester en maltraitance
à subir des relations pendant des années, à me maintenir dans des relations sur lesquelles ça ne va pas du tout, parce que je ne sais pas mettre mes limites et je ne sais pas m'aimer suffisamment. Voilà. Si j'ai suffisamment d'estime de moi, d'amour de moi, alors je vais rester dans une relation jusqu'à un certain point, mais pas quand c'est vraiment excessivement nuisible. Alors après, comment rompre ? Comment faut-il rompre ? La meilleure manière de rompre. Est-ce qu'il y en a une d'abord ? Ça, c'est pas sûr, mais la question qui se posait, c'était... en tout cas, la manière la pire de rompre, pour moi, c'est de s'envoyer des reproches à tout va, et de se faire la guerre, et de s'accuser, de se blâmer, et d'être vraiment otage des crises comme ça, vraiment conflictuelles, qui mènent pas grand-chose d'ailleurs. Hein. Donc est-ce que c'est possible de trouver une manière un peu moins aiguë, hein, et de rompre ce qu'on appelle nous un passage à l'acte, c'est-à-dire de rompre de manière vraiment brutale, hein, avec beaucoup de violence. Donc pour rompre, à mon avis, la meilleure manière, hein, c'est de pouvoir, avant d'en arriver à la crise de la crise, c'est de pouvoir communiquer. C'est-à-dire d'exprimer au fur et à mesure qu'est-ce qui ne va pas chez moi, qu'est-ce que je ressens, et toi, qu'est-ce que tu ressens. Est-ce qu'on peut dialoguer, et jusqu'où on peut dialoguer et s'écouter. Voilà, un espace d'écoute neutre. Après, il y a des techniques pour écouter, des techniques d'écoute active. Qu'on donne en thérapie d'ailleurs, hein, avant d'en arriver à monter crescendo, à ne plus s'écouter du tout. Mais ça, c'est plutôt en amont. Quand vraiment la crise est trop aiguë, là, il n'y a plus de communication possible. C'est même plus la peine d'essayer de communiquer. De toute façon, c'est trop à chaud. À chaud, il y a trop d'émotionnel. Donc là, ça ne sert à rien d'essayer de communiquer. De toute façon, on ne sait plus communiquer. Donc ça ne sert à rien de s'énerver. Il vaut mieux, dans ces cas-là, quand vous sentez que la mayonnaise monte trop vite, trop fort, mettre un peu de distance. Alors ça ne veut pas dire passer un an séparés, hein, ça ne sert à rien de rester un an séparés, il y en a qui font des breaks, mais faire des breaks sans expliciter, sans prendre d'un temps pour parler de ce qui ne va pas, ça ne sert à rien non plus. Hein. C'est pas parce qu'on laisse du temps pendant 6 mois, 1 an et qu'on n'avance pas sur ce qui se passe, ce qui se vit en nous et ce qui se vit en l'autre, ça ne va pas changer les données. Hein. Donc ok pour prendre un peu de distance, mais pour pouvoir retourner dans le lien après et communiquer sur ce qui ne va pas. Et est-ce que c'est possible d'aller sur ce qui pourrait fonctionner, comment on pourrait régler nos problèmes, quoi, hein. Voilà. Donc plutôt à froid, moi je dirais, hein, comment rompre, je dirais en amont, essayer de communiquer tant que c'est possible. Quand c'est trop aigu, ben, vaut mieux se distancier, c'est pas la peine, il y a trop d'émotionnel. Et puis ensuite, y retourner, peut-être en écrivant ce qui se passe, mais quand vous parlez, parlez toujours de vous. Hein, c'est vraiment, je vis ça, je ressens ça, je ne t'accuse pas. Voilà. Une des manières pour moi de rester dans le lien, c'est de voir l'autre non pas comme un ennemi mais comme un allié. Pourquoi ? Parce que je vous rappelle que quand on est à 2 doigts de rompre, on est dans le cerveau de la survie, dans le cerveau reptilien. C'est-à-dire on se sent plus à même de réfléchir, de raisonner. On perd la lucidité, on est vraiment embarqué par les émotions et on ne vit plus l'autre comme un allié mais comme un ennemi, du point de vue biologique. Hein. Donc c'est important de voir ça. Et est-ce que je peux considérer cette personne que j'ai tellement aimée, que j'ai choisie, etc., non pas comme un ennemi, mais comme un allié? C'est pas quelqu'un qui me veut du mal, c'est quelqu'un qui fonctionne pas comme moi. Donc si j'ai les codes, encore faut-il les avoir, hein, si j'ai les codes pour comprendre comment fonctionne cette personne en face de moi, qui est un étranger en fait, qui est étrange et étrange par rapport à mon fonctionnement, qui n'est pas en miroir de moi, si j'ai les codes, si j'ai les grilles de lecture de sa personnalité, de comment il fonctionne, peut-être que je vais pouvoir non pas le considérer comme un ennemi, mais comme un ami. Et ça, c'est drôlement important. Et c'est ce qui va, pour moi, être une des pistes de continuer la relation, de persévérer pour pouvoir éventuellement sauver la relation. Si je n'ai pas les codes, je ne comprends pas ce qui se passe. Et je veux rallier l'autre à moi, je veux qu'il fonctionne comme moi, ça ne peut pas marcher. Donc avoir les codes, c'est vraiment, c'est une démarche plus qu'intellectuelle, hein, c'est vraiment un engagement, une intention philosophique, je dirais, d'essayer de comprendre comment on fonctionne, quels sont les mécanismes de sa névrose et de la mienne, et comment nos névroses s'emboîtent. Parce qu'on est dans une personnalité
Vous êtes vous dans une structure de personnalité, l'autre a une structure de personnalité, et les deux s'emboîtent dans une névrose complémentaire. Donc si je ne comprends pas comment je fonctionne et comment l'autre fonctionne, et que je n'ai pas les codes de lecture pour comprendre ces fonctionnements-là, ben je vais croire qu'on ne s'aime plus, ou je vais en vouloir à l'autre d'être comme il est, mais parce que je ne le comprends pas. C'est pour ça que je ne le considère pas comme un allié. Voilà. Donc une des manières de s'en sortir de cette affaire-là, c'est de voir de quel endroit ça part, qui pense comme ça, qui réagit comme ça. Est-ce que j'ai les codes d'accès à son fonctionnement? Très souvent, ce n'est pas le cas. Ça s'apprend, hein. Donc il y a des... Je donnerai un séminaire sur les types de l'énéagramme, entre autres, hein. C'est des modèles de grille de la personnalité pour aider à décoder les types de personnalité. Mais quand on comprend mieux comment fonctionne l'autre, on peut l'accueillir et on peut ne pas lui en vouloir. On peut aimer ce qui est, c'est-à-dire aimer l'étrange et l'étranger non parfait en face de vous, mais quelque part se distancier et arrêter de s'accrocher à « il m'en veut, il fait contre moi, il est contre moi ». Non, il n'est pas contre vous, il fait à partir d'un autre endroit de vous. Il n'est pas le même en fait, il ne fonctionne pas comme vous. Il n'est pas en miroir. Voilà. Donc se comprendre, c'est une manière d'adoucir et d'apaiser les liens. Mais c'est pas évident de se comprendre, on n'a pas souvent les codes. Voilà. Voilà la manière de rompre pour moi. Je voulais aussi vous parler des étapes du deuil. Les différentes étapes du deuil amoureux. Hein, les étapes du deuil amoureux. Donc premièrement, vous apprenez que votre partenaire va rompre. Donc en général, ce qui se passe, que ce soit l'un ou l'autre, hein, celui qui décide ou celui qui subit, encore plus celui qui subit, il y a la dévastation. C'est-à-dire, ce qu'on appelle la dévastation, c'est le choc. J'ai l'impression que tout va s'effondrer. Tout s'écroule. Tout ce que j'imaginais, tout ce que j'avais construit dans un futur avec cette personne, parce qu'en général, quand vous êtes en lien avec quelqu'un et vous commencez à vous engager dans une relation, vous commencez à donner votre confiance. Et à partir de là, vous construisez un futur. Voilà. Et c'est ça, là souvent où le bas blesse, c'est je construis un futur, et en construisant ce futur, je me fais un contrat dans ma tête, j'ai une idée de comment ça doit se passer, et si la rupture en général déconstruit le futur imaginaire. Et du coup, il y a comme un effondrement de « Ah, l'idée que j'avais que ça allait continuer, et mon futur alors, qu'est-ce que je vais advenir dans mon futur sans lui ou sans elle? Même s'il y a des mauvais moments, même si c'est compliqué notre relation, j'ai quand même un futur avec. » Donc il y a une forme de sécurité qui est, je me suis construit un schéma dans le futur avec cette personne, un contrat, comme un CDD, un CDI. Je suis en CDI avec cette personne, dans ma tête, hein. Ça ne veut pas dire que c'est vrai, hein. Mais souvent les personnes, elles sont plus mal à l'idée du futur qui se désorganise que vraiment de la réalité. C'est pas tellement le partenaire qui disparaît, c'est plus l'idée du futur qui disparaît. Donc c'est important de voir que vous êtes souvent accroché à un schéma, à une idée d'un futur, un CDI avec la personne. Donc ça renvoie toujours biologiquement à de l'insécurité, hein. Je suis en mode survie, c'est-à-dire je suis insécurisée à l'idée que l'autre disparaisse de ma vie. D'accord ? Mais vous allez voir, si vous faites plusieurs séparations dans votre vie, au bout d'un moment, vous arrêtez d'être insécurisé quand même, hein, parce que vous savez très bien que vous n'allez pas en mourir. Mais au début, quand vous tenez à une personne, très souvent, il y a cette histoire de choc, de dévastation. Je suis complètement dévastée, je m'y attendais pas, ou je m'y attends, mais même le fait de le savoir quand même en face, c'est vraiment la catastrophe. Et je ne sais pas comment je vais m'en sortir, et il y a tout qui s'effondre, quoi. Voilà, hein. Voilà. C'est comme si le sol s'écroule sous vos pieds. Et à ce moment-là, c'est compliqué parce que y a peu d'appui, il y a peu de repères. Et c'est comme si vos repères disparaissent d'ailleurs, hein. Notamment pour ceux qui ont construit des familles, etc. Les repères disparaissent, ça saute. Et donc, mais qu'est-ce que je vais devenir? Et vous savez que le changement ou l'inconnu fait très peur et très angoissant. Pour certains plus que d'autres, selon vos histoires de base, papa-maman en l'occurrence, comment ça s'est passé avant, les séparations, les abandons, etc. Les ruptures vont réactualiser évidemment toutes ces histoires de séparation et d'angoisse d'abandon. Donc selon votre parcours de base sécurisé ou pas, la rupture va être plus ou moins dévastatrice dans la première étape, hein. Voilà. On n'est pas égaux devant ça, hein, devant les histoires de rupture et de réactualisation des traumas du passé.
Donc en général, pour ceux qui ont pas mal souffert et qui n'ont pas eu de maternage suffisamment consistant avant, donc il va y avoir l'effondrement, voilà, tout qui s'effondre, mes pertes de repères, je ne vais pas survivre. En fait, je crois que je ne vais pas survivre. Deuxième phase du deuil, ce qu'on appelle le sevrage. La personne, elle n'est plus dans votre champ, elle disparaît de votre champ, physiquement parlant, mais en général, elle occupe le champ virtuel. Vous avez remarqué combien il peut y avoir, pour les deuils amoureux, une fixation sur l'objet d'amour. Je parle d'objet d'amour parce que on dit ça dans notre jargon psy. Hein. Pourquoi? Parce qu'en fait, on croit qu'on est attaché, c'est assez amusant, vous allez le voir avec moi, on croit qu'on est attaché à une personne en particulier qui se nomme comme ça, qui a ses caractéristiques qu'on connaît bien, etc. Mais en fait, on fixe sur un objet d'amour. Vous changez les caractéristiques de cette personne, vous en trouvez une autre 6 ans, je sais pas, quelques années après, va se reproduire le même schéma sur une autre personne avec une autre personnalité et vous, à chaque fois c'est la même chose, vous croyez que c'est vraiment elle qui vous fait cet effet-là. Non, c'est un objet d'amour, c'est une fixation sur une personnalité qui s'emboîte avec votre personnalité. Mais nous, quand on y est dedans, on croit vraiment que c'est elle, que c'est la meilleure, que c'est la seule au monde, que sans elle, votre vie n'a pas de sens, que c'est vraiment cette personne-là. Voilà, on se raconte cette histoire-là. Et c'est légitime en même temps, hein, parce que nos personnalités se sont rencontrées et on fixe sur une et une seule personne. On agrippe une personne et on s'y fixe comme à une bouée, comme ça. Et c'est elle et c'est pas une autre. Cette personne est unique et c'est ce qu'on se dit. Hein. Cette personne est unique, je la connais, j'ai vécu de tellement bons moments avec elle. Sans elle, ma vie n'a pas de sens. Et on se raconte tout ça. Et c'est comme ça qu'on se fait une fixette. Et il faut voir que notre cerveau nous aide pas là-dedans, dans les deuils amoureux, parce qu'il va nous faire mémoriser les bons souvenirs. Au lieu de nous faire mémoriser les mauvais, non, lui, il nous fait mémoriser les bons souvenirs. Donc en fait, on se rappelle, même si ça a été complètement pourri à la fin, on se rappelle que des bons souvenirs, presque, et on est là à regretter, mais mon Dieu... tellement bien, et tout ce que j'ai vécu, et il y avait ça, il y avait ci, et cette personne, et le début, etc. Alors ça nous aide pas à faire le deuil, évidemment, hein, ce qu'on appelle les regrets. Donc les regrets, ça nous mène aussi parfois à vouloir reconquérir la personne, dire mais non, c'est pas possible, je n'y crois pas, il me faut la retrouver, la reconquérir, la récupérer, je vais tout mettre en place, des stratégies pour qu'elle se rende bien compte que j'ai de la valeur, que je suis faite pour elle, etc. etc. Donc, bon. Et ça, c'est pas forcément très bon pour vous, hein, parce que parfois, ça peut marcher. Donc il y a des coachs hein, qui font du commercial avec ça, qui réussissent à trouver des moyens ils sont malins, hein, ils se sont dit tiens, il y a des stratégies pour la reconquête, voilà comment il faut faire en 10 leçons pour reconquérir votre ex. Néanmoins, je ne suis pas sûre que ce soit une bonne idée. Parce que si la personne en face de vous, elle ne vous correspond pas et qu'elle avait vraiment décidé de vous quitter, bon, peut-être qu'à regarder que des fois, ce n'est pas la peine d'insister très lourdement sur la relation. Hein. Parfois oui, parfois non. Parfois c'est du réchauffé. Hein. Quand on se remet avec un ex, on se remet et puis finalement on se rend compte que bon, c'est pas si terrible que ça. Et notamment, n'oubliez pas que parfois il y a des personnes qui, au moment de la menace de la rupture du lien, vont changer complètement du tout au tout. Hein, il y a des gens qui, sous la menace, tiens, je suis à 2 doigts de rompre, donc du coup ils vont devenir sympas, gentils, ils vont répondre dans vos attentes, ils vont faire tout ce que vous voulez, etc. Alors qu'avant, ce n'était pas du tout le cas. Mais c'est sous la menace de la rupture, d'un coup ça change. Mais ça ne tient pas longtemps, hein, ces trucs-là. C'est-à-dire qu'ils ont changé comme ça, en 2 coups de cuillère à peau, du tout au tout. Mais ça dure qu'un petit temps. Et dès qu'ils se remettent en sécurité, dans un quotidien, un peu plan-plan, hop, ils sont comme avant. On retrouve le même profil qu'avant. Hein. Donc ça ne veut pas dire grand-chose. Voilà. Donc le sevrage, c'est vraiment la période de « je vais commencer à me passer de lui ». Je sais que je vais faire une fixette, c'est-à-dire c'est obsessif. Hein. Au début, j'ai du mal à ne pas imaginer cette personne dans mon champ. Donc elle est toujours présente dans mon champ, avec la mémoire des bons souvenirs, avec les regrets, etc. Donc il faut voir que inconsciemment, je la fais exister virtuellement. Plus je mets de l'attention sur quelqu'un, même qui n'est pas présent physiquement, plus je lui donne de l'énergie et plus je la fais exister.
On vit virtuellement, on vit 90% de notre vie dans le virtuel, hein. On ne vit pas dans le réel, hein. On vit 90% dans le passé ou dans le futur. On est très peu présents les uns les autres. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand vous faites exister virtuellement la personne dans votre tête, votre ex là, et que vous lui donnez beaucoup de place dans votre disque dur, vous la faites exister. Quand vous fixez obsessivement cette personne sans arrêt toute la journée, elle existe comme si elle était devant vous, hein. Donc vous lui donnez de la place en fait, vous lui donnez du pouvoir en la laissant occuper de la place dans votre virtuel. Et notre vie est beaucoup dans le virtuel, dans l'imaginaire, hein. Voilà. Alors ça paraît évident ce que je raconte, ce qui est moins évident, c'est de défocaliser l'attention sur cette personne qui prend toute la place, sur lequel je me raconte que c'est elle, c'est vraiment elle, elle est l'unique, après elle, il n'y aura personne d'autre pour moi, voilà, donc j'ai des regrets, voilà, c'est sûr comme ça. C'est mon âme sœur, voilà. Tous les trucs comme ça qu'on se raconte. D'ailleurs, cette théorie de l'âme sœur est amusante aussi quelque part, parce que ça renforce cette histoire de avec elle, oui, sans elle, je ne suis rien, c'était ma moitié, donc c'est ma moitié, donc sans ma moitié, je suis moins que rien, évidemment, forcément, hein. Donc toutes ces croyances vont renforcer la douleur de la rupture, bien évidemment, puisque si vous croyez que cette personne est unique en son genre et qu'il n'y en aura pas d'autre pour vous, là, c'est sûr que pour souffrir, c'est la bonne manière de souffrir en 10 leçons, croire que la personne est unique et il n'y en aura jamais une autre pour vous, qui puisse vous correspondre. Mon âme sœur, tout ça, les âmes jumelles, c'est parfait. Croyez à les âmes jumelles et trouvez-la, et c'est bon. Pour la rupture, vous allez passer 10 ans à vous en remettre. Ça, c'est bon, ça. Voilà, donc ça c'est la période du sevrage, je suis à la période 2, donc on essaye de faire moins une fixette, mais c'est compliqué, on a des regrets, on voudrait qu'elle soit là quand même, on a du mal à gérer et à se sevrer. Je vous rappelle, c'est une drogue, l'état amoureux, c'est normal qu'on ait du mal, c'est une vraie drogue, hein. Et c'est une sécrétion, n'oubliez pas aussi de dopamine, vous manquez de dopamine, vous manquez de sérotonine, vous manquez de tout ça. Donc il va falloir trouver des astuces pour pallier, hein, ce système-là. Ensuite, l'idéalisation, c'est on idéalise la personne, comme je le disais, mais on commence à marchander. Si j'avais pu, si j'avais su, j'aurais pu, j'aurais dû... si j'avais fait ça, j'aurais pu la retenir, c'est à cause de moi, j'ai pas fait correct. Et là, souvent, les personnes se retournent contre, au lieu d'être en colère contre l'autre, elles se mettent en colère contre elles-mêmes. J'ai pas fait ce qu'il fallait et j'idéalise l'autre. Et donc plus je suis fâchée contre moi de ne pas avoir fait ce qu'il fallait, de ne pas être à la hauteur, et plus du coup j'idéalise l'autre. Voilà. Et donc là c'est assez toxique, hein, comme période. Donc si vous pouvez être au courant que ça existe et arrêtez de mettre l'autre sur un piédestal et plutôt vous mettre sur un piédestal, ce n'est pas à cause de vous, vous n'y êtes pour rien, c'est souvent des disparités de personnalité et qu'à un moment donné, l'autre n'a pas pu faire mieux que de rompre. Si vous subissez la rupture, hein, c'était à un point que la personne n'était pas capable. Et je vous rappelle que ceux qui décident de rompre, c'est les contrôlants, et les contrôlants, ils ont des blessures souvent à la trahison, ils ont des blessures à l'abandon, à la trahison, à l'humiliation, c'est-à-dire que les ruptures violentes et brutales, c'est les plus traumatisés qui font ça. Donc ils ne pouvaient pas faire mieux que ça. Donc est-ce que vous êtes capable de lâcher prise sur le fait qu'il ne pouvait pas faire mieux que de rompre? Ce n'était pas envisageable pour lui de faire mieux, de persister dans la relation, parce qu'il n'arrivait pas à faire plus que ça. Et c'est pas vous n'avez rien à voir, vous le prenez perso, mais ça n'a rien à voir avec vous. Ça a à voir avec l'autre qui n'était pas équipé pour faire mieux. Parce qu'il a mis en place, il a rompu de manière brutale, des réponses d'attaque ou de fuite. Hein, ce sont des réponses de survie. Pour survivre, je suis obligée de rompre. Mais il a fait de son mieux, il n'a pas pu faire plus. Donc c'est pas la peine de regretter ou de vous mettre c'est ma faute à moi, ma grande faute à moi, mea culpa, j'étais pas à la hauteur. Voilà, non, parce que alors là vous allez vous massacrer, c'est pas une bonne idée. Ensuite, la rage, alors après vous mettre la faute sur vous, très souvent c'est la rage contre l'autre. Alors là c'est on y va soit sur l'autre, soit, et on déplace souvent la colère sur les autres. On est en colère, on exprime la colère, mais c'est quand même libérateur. Il vaut mieux être en colère contre que de se mettre la colère sur soi. Hein.
Donc il y a quelque chose de l'ordre de je sens que voilà, ça aurait pas dû se passer comme ça, et c'est dégueulasse, et finalement c'est un salaud, et alors voilà, il y a tout qui passe, et on en parle aux amis, et on justifie, etc. Mais il y a de l'énergie, n'oubliez pas qu'il y a de l'énergie vivante dans la colère. Et c'est une manière de se libérer plutôt que de passer son temps à se sous-estimer, d'être victime et de subir. Et la dernière phase, c'est le relèvement ou le cadeau, on appelle ça, l'étape du deuil. C'est je suis libre, je suis libérée, je peux passer à autre chose, je peux faire de nouvelles rencontres. Voilà, je suis plus dépendant, je suis plus comme un drogué, hein, dépendant dans le sens pathologiquement obsédé par cette personne. Ça s'est passé comme ça pouvait pas être mieux que ça. Je lâche prise, j'ai lâché prise et je peux passer enfin à autre chose. Nos routes, voilà, je reconnais que j'ai eu une belle histoire avec cette personne, elle s'est terminée comme elle a pu se terminer, mais ma vie n'est pas terminée, j'ai encore plein de possibilités de faire de nouvelles rencontres, à n'importe quel âge d'ailleurs, hein. Parce que, pourquoi ? Parce que je crois en l'abondance. Si vous ne croyez pas en l'abondance, si vous croyez que vous ne méritez pas grand-chose, vous ne méritez pas d'être aimé, forcément vous vivez petit, vous vivez chichement. Mais si vous n'avez pas cette croyance comme quoi vous ne méritez pas, eh bien le relèvement c'est aussi en lien avec la reconstruction. Je crois que je mérite mieux que ça, je crois que je mérite une autre personne qui peut me correspondre. Je ne la connais pas encore, puisque c'est le futur, mais il n'y a pas de raison que j'en rencontre pas une pour moi. Tout est possible. Et dans le tout est possible, pourquoi pas ? Voilà. Mais ici, il y a quelque chose de l'ordre de j'ai une estime de moi suffisamment consistante et je ne crois pas que cette personne c'était la seule, unique, après elle, il n'y en aura pas une autre aussi bien, c'était la mieux pour moi, j'en suis persuadée, etc. Quelque chose de l'ordre de voilà, je me relève. Je vous laisse la parole, mais avant, je voudrais vous donner des pistes pour la reconstruction, le après. Il y a plusieurs pistes qui me sont venues en réfléchissant. D'abord, petit 1, la défocalisation de l'attention. Parce que comme vous avez remarqué, quand vous êtes vous nagez en pleine rupture, vous avez toute l'attention qui est focalisée par la personne, par l'ex, et ça devient vraiment obsessif. Voilà. Donc, défocaliser l'attention, c'est je suis conscient que mon attention est mise en manière automatique sur cette personne. Je suis complètement dépendant, hein, à ce moment, j'arrive pas à lâcher prise. Je suis obsédée. Et donc, je vais essayer de mettre mon attention ailleurs. Mettre mon attention sur des choses qui me font plaisir. Donc, ça s'apprend, ça. Hein. Donc, le matin, vous vous réveillez. Tiens, comment je suis bienveillant avec moi ? Qu'est-ce qui me ferait plaisir aujourd'hui ? De quoi j'ai besoin pour aller bien ? Donc, c'est un apprentissage de remettre son attention sur ce qui vous fait plaisir et comment vous allez vous sécréter de ce cocktail dopaminergique sans passer par une personne ou en passant par une autre personne, j'en sais rien, mais en tout cas trouver des substituts de stimulants qui ne sont pas les antidépresseurs, qui ne sont pas cette personne qui vous veut pas et dont vous pouvez vous sécréter, qui peuvent vous fournir cette dope. Voilà. Donc trouvez chacun les siens, trouvez vos systèmes propres pour vous sentir stimulé, vous sentir avoir du plaisir en fait. Il y a plein de manières d'avoir du plaisir. Le sport, ça marche très bien, la nature, passer du temps avec des enfants pour ceux qui aiment les enfants, avoir une passion professionnelle, la créativité. Il y a plein de manières de se procurer du plaisir quand vous faites une fixette sur quelqu'un et d'apprendre à défocaliser l'attention plutôt que de passer son temps à la focaliser toujours et encore plus sur l'ex qui ne vous veut pas. Voilà, ça c'est une manière de se faire du mal. On travaille aussi dans la reconstruction sur les croyances. Qu'est-ce que je me raconte comme histoire ? Comme je vous l'ai dit, souvent je ne crois pas en l'abondance. Je connais cette personne, donc je sais, je projette mon passé sur mon futur. J'ai connu cette personne, j'ai vécu des moments avec elle, et j'arrive pas à imaginer autre chose sans elle. J'arrive pas à imaginer qu'il puisse se passer, qu'il y ait quelqu'un d'autre qui arrive dans ma vie, puisque je la connais pas déjà. Donc j'ai du mal à imaginer qu'il puisse m'arriver quelque chose d'heureux dans mon futur. Parce que je vais utiliser mon passé pour projeter un futur. Voilà, on fait souvent ça. Et donc très souvent, on s'accommode, on s'arrange, on vit petit, on vit chichement.
On s'arrange avec ce qu'on connaît et pas avec ce qu'on ne connaît pas. Surtout que pour certains, le futur est anxiogène. Oh là là, je ne sais pas. Et je crois que je ne mérite pas mieux. Il peut y avoir ça. En tout cas, il peut y avoir une croyance comme quoi je ne crois pas en l'abondance, je crois en la pénurie. On est en pénurie. J'entends des fois ça dans ma clientèle. Hein. Il n'y a pas assez d'hommes, ou alors je suis trop âgée, ou il n'y en a pas assez des biens, ou ils sont tous mariés, ou des trucs comme ça. Voilà. Voilà, je me raconte une histoire. Alors pourquoi pas, hein. N'oubliez pas que plus vous croyez à quelque chose, plus ça s'avère vrai. Vous le vérifiez sans arrêt. Donc à chaque fois, ce qu'on appelle des croyances limitantes, inhibitrices. Donc si vous ne croyez pas en l'abondance, qu'on ne vit pas en pénurie, qu'on vit en abondance, que des hommes et des femmes, il y en a partout, on est 6 milliards sur Terre, ça m'étonnerait quand même que vous n'arriviez pas à trouver quelqu'un dans votre champ qui vous corresponde un tant soit peu. Alors je ne vous dis pas quelqu'un qui soit vraiment parfait parce que ça n'existe pas, mais quelqu'un qui vous corresponde, avec qui ça matche. Sachant que ça ne matchera jamais totalement. Hein. Mais je vous rappelle que personne ne peut vous satisfaire à 300%. On ne peut pas être comblé par une personne. Mais que ça matche quand même. Et donc à partir de là, on n'est pas du tout en pénurie. Hein. Donc si vous êtes dans cette croyance limitante, c'est sûr que vous allez vous accrocher à votre ex. En vous disant, déjà je connais, au moins c'est mieux que rien, je préfère rester ou le reconquérir, ou mais il n'y aura personne, pour moi, mon Dieu, c'est la fin du monde. Donc accrochons-nous à ce qu'on connaît plutôt qu'à imaginer que le mieux m'attend, évidemment. Hein, voilà, hein. Donc attention à vos croyances, il peut y avoir ça. Autre chose, quand vous êtes justement dans la période de ces regrets, je regrette que cette personne-là n'est plus dans ma vie, mon Dieu, comment je vais faire sans elle ? Et ce que je disais au tout début, et je reviens là-dessus, c'est important de voir que l'espoir ne fait pas vivre. Hein, ici, en tout cas, l'espoir vous dessert plutôt que ça ne vous sert. Parce que l'espoir, c'est maintenir le fait que... l'espoir, c'est maintenir le fait que cette personne va peut-être revenir dans ma vie, mais pendant que je maintiens l'espoir, je ne suis pas disponible à une nouvelle rencontre. Je ne mets pas d'énergie dans la disponibilité. Je ne me mets pas en stratégie de rencontrer quelqu'un d'autre. Je ne me mets pas en ouverture, je suis en fermeture. Parce que je rends mon champ indisponible. En étant dans, j'ai l'espoir que peut-être un jour il revienne. Donc ça, c'est pas forcément une bonne idée. Hein. Donc la question que vous pouvez vous poser, c'est une piste. Et si je perds tout espoir que la personne change, ou que la situation change, hein, qu'est-ce que ça fait quand je me dis, quand je me raconte, et si je perds tout espoir que la personne change, c'est-à-dire si elle reste toujours comme elle est, si elle ne redevient pas la personne extraordinaire du début que j'ai connue il y a 10 ans, si je perds tout espoir qu'elle change et que donc à la fin c'était quand même pas terrible, et si je la vois comme ça, est-ce que je vais vraiment rester avec elle? Est-ce que ça vaut la peine de rester avec elle? Donc posez-vous cette question, parce que ici, en général, ceux qui font des deuils très très longs, c'est qu'ils gardent l'espoir que peut-être elle va revenir dans leur champ. Et cet espoir, je vous rappelle, n'est pas une bonne idée. Pourquoi on fait ça? On fait ça parce que les enfants petits qui ont eu des parents maltraitants, ou pas adéquats, non ok, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont gardé l'espoir qu'un jour le parent se transforme en bon parent. C'est comme ça qu'ils ont survécu. C'est pour ça que les adultes continuent de maintenir l'espoir sur cette personne qu'ils ont fixée, cet objet d'amour. Peut-être un jour va se transformer en quelqu'un de bien. Hein, et donc on va se remémorer les bons côtés et on garde l'espoir que peut-être un jour ça change. Ah ben non, perdez l'espoir, abandonnez complètement l'espoir que cette personne puisse changer. On ne change pas quelqu'un. D'ailleurs, c'était Osho qui disait comme ça, il faut 30 ans pour comprendre et apprendre que personne ne change en face de nous, que la personne que vous aimez ne changera pas. Donc ça, il faut le comprendre. Hein, soit vous le comprenez maintenant, soit vous ne le comprenez pas et vous allez galérer. Mais comprendre que la personne en face de vous ne changera pas. Si elle change, c'est qu'elle change d'elle-même. C'est qu'il y a une volonté de changement en elle, mais ce n'est pas vous qui avez la baguette magique pour la faire changer. On ne change pas quelqu'un, ça ne se décide pas, vous n'avez pas le pouvoir de faire changer l'autre. Donc abandonnez l'espoir et ça vous aidera plutôt que de vous maintenir dans l'espoir qu'elle va revenir, elle va revenir. Peut-être ben que oui, peut-être ben que non. En tout cas, si elle ne revient pas, pendant ce temps-là, vous faites quoi, hein? Vous êtes sur le carreau, vous passez des années, vous passez 6 mois, 1 an à vous remémorer cette personne et à la garder en tête. Ça vous sert à quoi? Pendant ce temps-là, vous ne faites rien d'autre. Une autre piste, c'est la créativité.
La créativité, c'est d'alchimiser, transformer, transmuter. C'est quelque chose que je fais moi très régulièrement. Quand je suis en peine d'amour, j'ai vécu plein de ruptures amoureuses. Je suis une spécialiste de l'amour et des ruptures amoureuses. Et c'est pour ça que je vous donne mes pistes, c'est mes pistes. Et donc, les pistes que j'ai trouvées sur la créativité, ça marche très très bien. C'est-à-dire que je vais utiliser le sujet dans lequel je vis actuellement pour créer quelque chose. Voilà, par exemple, moi quand il y a 2-3 jours, je naviguais dans la jalousie. Donc je me suis dit, tiens, je vais écrire, plutôt que de rester là-dedans, dans les affres, vous savez, tourner en boucle dans des affres, moi c'est pas trop mon truc. Donc c'est, qu'est-ce que je vais faire de ça? Voilà, je suis en peine de ça, qu'est-ce que je peux en faire? Alors il y en a qui vont peindre, il y en a qui vont écrire, il y en a qui vont faire des chansons, il y en a qui vont je sais pas quoi, faire quelque chose. Faire quelque chose de ça. Moi j'ai écrit un article sur l'amour, est-ce une pathologie par exemple. Voilà. Bon, j'ai fait quelque chose de ce genre. Et en faisant ça, en même temps que j'étais en train d'écrire l'article, je me disais, ah ouais, c'est cette énergie qui est utilisée pour tourner en boucle dans la victime, elle est utilisée pour faire jaillir quelque chose. Donc on transmute l'énergie pour en faire quelque chose, et franchement c'est une bonne idée, je vous le conseille, plutôt que de rester à tourner dans vos systèmes de je suis victime, mon Dieu, je suis malheureux, je fais une fixette et je fais une fixette et je tourne en boucle, et on fait des ruminations, on n'arrive pas à s'en sortir de nos ruminations. Je vous rappelle qu'on a des tendances à ruminer les uns les autres, et donc ça devient pathologique. Donc sortir de la pathologie, c'est aussi défocaliser l'attention et créer, c'est une manière vraiment jouissive de défocaliser l'attention parce qu'on utilise notre enfant libre, c'est-à-dire la partie vraiment de notre enfant intérieur qui transmute et qui alchimise cette énergie négative. Voilà. Autre chose aussi que je voudrais vous expliquer, qui est une piste ici plus issue des enseignements spirituels, qui est, voilà, je vous explique. Donc on relationne à deux, donc un homme, une femme, ou deux femmes, deux hommes, peu importe. Ici, on est dans une personnalité, ce que j'expliquais tout à l'heure. On a chacun une personnalité. Donc on fonctionne de personne à personne, d'accord? On est sur le plan relatif. Moi, on peut dire que j'ai des caractéristiques obsessionnelles et hystériques, et je rencontre quelqu'un qui est plutôt empathique et qui se sent envahi, d'accord? Bon, voilà, ma personnalité, mon profil, son profil. On a chacun des profils de personnalité. Nos profils de personnalité, quand on s'attire, c'est pas un hasard, ils vont s'emboîter l'un dans l'autre. Ce sont des névroses qui s'emboîtent, d'accord? Comme ce sont des névroses qui s'emboîtent, forcément, il va y avoir des heurts. À un moment donné, des différences, des heurts, et on va s'achoper là-dessus. Et on fait une fixette. Sur cette personne-là me touche particulièrement, elle a ses caractéristiques, elle a ses qualités, elle a ses défauts. C'est cette personne-là que je veux et pas une autre. On fait tout ça, on s'accroche à une personne en particulier. Et c'est celle-là qu'on veut. Voilà. Ça, c'est sur un certain plan. Si on pouvait voir qu'on vient d'un espace illimité, dans l'illimité, il y a la non-séparation, on n'est pas séparés. C'est-à-dire que derrière la personnalité, il y a ce qu'on appelle l'essence. L'essence, c'est ce qui nous constitue, qui est vierge de la personnalité. La personnalité se construit en fonction de nos blessures du passé, du transgénérationnel, de notre parcours, de nos expériences vécues, subies. On se forge une personnalité. Voilà. Et la rencontre se fait de personne à personne. On est dans le personnel. Derrière le personnel, il y a notre essence qui est vierge et non entachée d'une personnalité. Comme on vient de cet espace-là, avant la mort et après la mort, on n'a qu'une envie, c'est de retrouver l'unité, l'illimité, l'unité, cette non-séparation. Donc on va s'unir et on va fusionner, c'est l'espace de la fusion. On va fusionner avec l'autre. Et on va se sentir dans la communion par certains moments. On va dire « Ah, waouh, c'est trop bien, je me sens unie, je me sens vraiment dans la communion des âmes, du sexe, du cœur magnifique. Qu'est-ce que c'est bien d'être avec lui, ou avec elle. Je ne veux plus qu'il parte de ma vie, mon Dieu, j'ai touché à ça. » Voilà, bon. Donc ça, c'est des mémoires de notre besoin de ce paradis perdu qui était la non-séparation. Donc on cherche à se relier. On n'a qu'une envie, c'est de vivre ça. On n'a qu'une envie, c'est de se relier à une autre personne pour retrouver cet espace-là.
On passe notre temps à ça, on court derrière ça tout le temps. Et dès qu'on le touche, on dit ça y est, super, je l'ai touché, je vais rester là-dedans, et je commence à m'agripper à une autre personne. Voilà. Et cette personne unique en son genre, qui s'appelle comme ça, qui est comme ci, qui a ce caractère-là, c'est elle et c'est pas une autre. Et alors là, et c'est là le désastre. C'est là où on court à notre perte, parce qu'on ne se rend pas compte que derrière, on est libre, on peut être libre de tout ça, parce qu'on peut rencontrer l'autre d'une essence à une essence, c'est-à-dire entaché de la personnalité. Et si on se rend compte que derrière, on peut toujours sentir cet espace-là qui n'est pas dépendant d'une personne. C'est comment je me sens vivant, indépendamment de me relier à une et une seule personne. Je peux me sentir vivant en me reliant à plein de personnes. Il n'y a pas qu'une personne sur Terre, hein. À l'amitié, je peux me sentir vivant aux animaux, en me reliant aux animaux, en me reliant aux minéraux, en me reliant à l'universel, etc., en me reliant au goût de l'existence qui me traverse. Je ne suis pas obligée de me sentir vivant rien qu'en passant par une et une seule personne. Ce qui se passe, c'est qu'on touche l'unité, c'est comme si on remettait une prise. Mais s'il y a un circuit, on se branche dans la prise et on sent le circuit de la vie passer avec l'autre grâce à cette prise-là. Et si on débranche la prise, on ne sent plus l'unité. C'est bizarre ce truc. Alors qu'en fait, imaginez, il n'y a pas la prise, mais ça passe quand même. C'est-à-dire la vie passe en nous indépendamment de cette prise qu'on branche sur l'autre. C'est comme si on dit j'ai besoin du circuit, mais non, vous n'avez pas besoin de ce circuit-là. Hein. Vous êtes déjà plein de vie ouais, plein d'unité, je dirais. On est plein de l'unité avant la prise, mais vous ne sentez pas, vous avez besoin de la prise pour sentir la vie et sentir l'unité. Et c'est ça le désastre en fait de la relation amoureuse et du deuil amoureux et de la difficulté qu'on a à faire des deuils, parce qu'on a l'impression qu'on se sent vraiment vivant grâce à cette personne unique, au lieu de voir que c'est qu'une prise qu'on a alimentée et qu'on se branche, et on a l'impression qu'on n'est pas, si on ne se branche pas sur cette prise, on ne sent pas ça, alors qu'on le sent avant, et même pendant et même après la relation. On n'a pas besoin de cette prise en fait, qu'on se branche sur l'autre. Comme si on ne sent pas la vie, on la sent que, si on se branche à l'autre. Voilà. Et ça peut être dommageable. Et en plus, ça vous empêche je dirais, de dépersonnaliser, hein, d'arrêter de dire c'est cette personne-là, il me faut celle-là, pas une autre. Parce que là, vous vous racontez vraiment une histoire. Il y a plein de personnes qui peuvent vous correspondre, ça j'en suis sûre. Et si c'est pas celle-là, ça sera une autre. Hein. Qu'est-ce que vous racontez? Voilà. J'ai quand même pas mal parlé. J'adore parler, moi, quand on me branche, je ne m'arrête pas. Je vais vous laisser un peu la parole, parce que j'aime bien répondre à vos questions aussi, qui sont souvent pertinentes. Et il y a plein de choses à dire sur la question de la rupture amoureuse. C'est un thème qui est vraiment passionnant, il y a vraiment plein de choses à dire. Prochaine fois, je vous ferai une conférence sur la rencontre, parce que la rupture c'est bien, mais la rencontre c'est bien aussi. Ok, donc je vous laisse la parole. Qui a une question? Une question, ça peut être un témoignage. Voilà. Alors, par contre, ce serait bien que tu viennes jusque-là pour parler. Mais on ne t'entend pas. Voilà. Vas-y. Parle avec les deux. Je te tiens celui-là. La question, c'est... j'avais rencontré quelqu'un il y a quelques années. J'ai vécu 4 ans avec cette personne. Et donc, ça s'est terminé. Et ce qu'il y a de drôle, c'est que ça s'est terminé d'une façon très... On est restés très amis. Oui. Et en fait, cette personne se rend compte que ça vient d'elle. Oui. Et donc, malgré... on s'est séparés et on est restés très amis. Oui. Et c'est génial. Oui. Mais pourquoi, alors qu'on sait qu'on a vécu plein de choses, tout ça, et on ne s'est pas séparés parce qu'on se faisait du mal, c'est parce que cette personne reconnaît qu'elle tourne en rond dans sa tête et qu'elle, par rapport à son père, son passé, et elle n'arrive pas à... Elle le sait d'où vient le problème, mais elle n'arrive pas à reconstruire une autre relation par rapport à ça. Oui. Alors, merci. Il y a une question par rapport à ça ou pas? Ou c'est juste un témoignage?
La question serait qu'est-ce qu'on peut faire face à une personne qu'on aime, qui aurait pu continuer, qu'on aurait pu continuer, mais que par rapport à ça, ça s'est arrêté. Oui. Mais c'est merveilleux parce qu'on est les meilleurs amis. Oui, alors oui, je te remercie de la question. Donc, est-ce que je peux faire quelque chose ou pas quand la personne ne peut pas faire plus que ça? Ben non, on ne peut pas faire plus. Je crois que c'est pas en votre pouvoir. Soit elle fait un travail sur elle et encore c'est pas gagné que ça puisse changer. Mais je vous ai dit tout à l'heure qu'on n'a pas le pouvoir de changer l'autre. Donc si l'autre elle est à ses limites, on a tous nos limites dans la relation. Peut-être que c'était, voilà, tu passes à une période où dans sa vie elle ne peut pas faire mieux, et peut-être que dans quelques années, il y a quelque chose qui va s'ouvrir et ça sera plus facile pour elle de continuer la relation, à rester engagée dans une relation. Parfois il y a de tels blocages en nous qui s'avèrent qu'on ne peut pas aller plus loin. Ce sont nos limites qu'on touche. De par notre passé, notre histoire, on ne peut pas s'attacher mieux que ça. Et donc il y a des troubles de la relation qui font que maintenant, quand on n'a pas plus de pouvoir que ça et que l'autre ne peut pas faire mieux que ça, la question, c'est pas l'autre, c'est moi. Est-ce que je lâche prise ou pas? Lâcher prise, ça veut dire je décide d'arrêter de vouloir autre chose que ce qui est. Je suis d'accord que c'est comme ça, il ne peut pas faire mieux, je n'ai pas le pouvoir de le changer. Est-ce que je lâche? Ou est-ce que j'insiste lourdement pour croire que peut-être j'ai de l'espoir, on est reparti sur l'espoir, j'ai de l'espoir que peut-être il puisse changer, j'ai de l'espoir que peut-être je puisse le changer, j'ai de l'espoir que sa thérapeute puisse le changer, j'ai de l'espoir que... La réalité aujourd'hui, c'est qu'il ne peut pas faire mieux et que ça ne change pas. Donc qu'est-ce que je fais de ça? Est-ce que j'arrive à vivre sans attente et à m'intéresser vraiment à moi? Parce que la reconstruction, c'est je m'occupe de moi. Qu'est-ce que je fais pendant ce temps-là que l'autre me rejette? Il ne me veut pas, il ne me veut pas. Mais moi, je fais quoi pour moi pendant ce temps-là? Plutôt que d'être dans des attentes incessantes, j'attendrai que ça revienne, est-ce que je suis capable de vraiment m'occuper de moi et de me reconstruire? Parce que je suis fragilisée quand je me fais rejeter. Donc cette fragilité, est-ce que je peux m'aider à me reconstruire, à être bienveillant, à avoir du plaisir vis-à-vis de moi, à être créatif, à faire plein de choses, à être dans mes passions, plutôt qu'à passer mon temps à attendre que l'autre bouge. Parce que s'il bouge, il bouge, il bouge pas, il bouge pas. Pour l'instant, à l'instant T, il bouge pas. Voilà. Qu'on reste amis, c'est aussi autre chose. Ça dépend pas que de moi qu'on reste en amitié ou pas après une séparation. Il y a certaines personnes qui sont capables de rester en amitié, d'autres pas. Et ça dépend pas toujours que de vous. Moi personnellement, je suis quelqu'un qui adore rester en amitié avec mes ex. Certains sont d'accord pour et d'autres ne sont pas d'accord parce qu'ils sont trop blessés, trop heurtés et ils ne peuvent pas faire ce pas. Ils peuvent pas, c'est ce que je te dise. Je vais pas forcer. Il y a des choses qui ne dépendent pas de vous. Donc la question toujours c'est qu'est-ce qui dépend de moi, qu'est-ce qui ne dépend pas de moi? Ce qui ne dépend pas de moi, ça ne dépend pas de moi. Donc c'est une évidence, mais je vous le rappelle. Est-ce que j'insiste lourdement pour que les choses changent alors que ce n'est pas en mon pouvoir? Si je réalise que ce n'est pas en mon pouvoir, je ne mets plus d'attention dessus. Ça stop, j'arrête de mettre de l'attention dessus, ce n'est pas la peine, je n'investis pas là-dessus. Donc c'est ça le lâcher prise, je lâche prise et j'investis mon énergie sur autre chose que ça, sur ce qui pourrait me rendre heureux. Sur ce dont, quelque chose qui dépend de moi, sur ce dont je suis acteur, pas sur ce dont je ne suis pas acteur. Ça n'a pas d'intérêt. Et je crois que c'était la conférence de Spinoza que j'ai donnée qui investit beaucoup cette question-là, qui est en quoi je mets mon attention sur ce qui me rend puissant et pas ce qui me rend impuissant. Voilà. Tant que je peux agir sur l'autre, je le fais. Quand je vois que c'est pas possible, je n'insiste pas. Et je lâche. Est-ce que je peux lâcher? Si je ne peux pas lâcher, je regarde de l'endroit d'où je ne peux pas lâcher. Pourquoi j'arrive pas à lâcher? C'est quoi le problème que j'arrive pas à lâcher? Qu'est-ce que je me raconte que j'arrive pas à lâcher? C'est tout ce que j'ai décrit. Il faut examiner de plus près pourquoi je lâche pas. J'ai envie de lâcher, j'arrive pas à lâcher. C'est quoi que je me raconte? C'est quoi le plan? Voilà. Rester amis, déjà c'est une bonne chose parce qu'il y a un apaisement, c'est pas une relation conflictuelle qui se termine en eau de boudin, donc il y a moins de violence. Ça ne veut pas dire qu'un jour ou l'autre il va parvenir, mais lâcher prise pour toi c'est j'ai pas d'attente quoi. Il revient vers moi, il revient vers moi, il revient pas vers moi, il revient pas vers moi. Je suis d'accord avec tout ce qui se passe. Ça me va bien si tu es avec moi, ça me va bien si tu n'es pas avec moi. C'est ça la paix, la paix en soi. C'est pas la paix avec l'autre, c'est la paix avec moi, c'est
quoi qu'il arrive, je suis d'accord et je suis au courant que la vie c'est l'impermanence, que ça ne va pas rester en l'état, que tout va bouger tout le temps et que là pour l'instant il n'est pas avec moi, c'est pas la fin du monde. Je trouverai d'autres personnes si je me mets les moyens en face. Il y a des stratégies, il y a des sites de rencontres, il y a plein de trucs, enfin vous pouvez sortir. Il y a plein de manières de rencontrer des gens aujourd'hui. On est dans une époque formidable. Rendez-vous compte que, en tout cas ici en Occident, c'est quand même facile de rencontrer du monde. Hein, vous êtes chez vous, vous faites clic-clac, votre panier, crac-crac, ça arrive. Évidemment, je fais exprès pour vous titiller. Hein. Évidemment, si vous restez chez vous en vous lamentant sur votre sort et en vous disant il faut qu'il arrive, qu'il passe par la fenêtre, le prince ou la princesse, il ne va pas se passer grand-chose. Hein. Mais il y a de l'endroit d'où ça part. Qu'est-ce que je me raconte qui fait que je ne me mets pas en mouvement pour aller vers le monde et pour m'offrir le meilleur? Voilà. Qu'est-ce que je me dis pour ne pas y croire que j'ai une chance d'être en vie et que je fais confiance en la vie et qu'il y a une suite à cet épisode tragique peut-être, mais il n'y a pas que cette personne dans ma vie, il y en a plein. Il y a plein de personnes magnifiques que vous pouvez rencontrer, que vous rencontrerez sur votre chemin, hein, même à l'âge de la retraite, même après la retraite, même peut-être dans les institutions où vous finirez votre vie, j'en sais rien, il y a des personnes partout. Non mais pour vous emmener dans un futur lointain, parce qu'on peut toujours se raconter, mais il n'y aura personne, je vais finir seule, moche, en mauvaise santé dans mon lit. Il y a tout le temps, vous pouvez rencontrer, à n'importe quel âge, n'importe quand, vous pouvez rencontrer quelqu'un. Il n'y a aucun souci avec ça, si vous y croyez. Ça se fera pas. Si ça se fait pas, bah, vous verrez à ce moment-là comment vous allez gérer. Et si ça se fait, bah, vous verrez, voilà, vous serez surpris d'une rencontre nouvelle. Et si ça se fait pas, bah, vous aurez peut-être autre chose qui se passera, des appuis à l'intérieur. Ça, c'est la confiance en la vie. Mais je suis en paix et je suis au courant que une personne n'est pas unique, qu'on a accroché de personnalité à la personnalité, mais qu'on n'est pas la personnalité. On est l'essence, on est l'illimité, on n'est pas la personnalité. Donc on se décroche de ce truc-là pour être vraiment dans quelque chose de plus large, hein, et de plus dense, je dirais. Voilà, c'est ma vision du monde, hein, mais je peux juste vous la transférer. Une autre question concernant vos ruptures fracassantes. Ça fait mal, hein, les ruptures. Hein. Moi, pour en avoir subi pas mal, il y en a même une, je m'en rappelle, parce que ça joue au niveau du système digestif, du cerveau, vous savez, le deuxième cerveau. Moi, ça m'avait mise en vrac tellement que j'avais pendant 1 an, je ne pouvais plus rien manger, j'avais été malade pendant 1 an. Donc pour certains, ça tombe vraiment dans la pathologie et c'est pas contrôlé. Hein. Il y a vraiment quelque chose de l'ordre de la réactualisation de l'abandon, des angoisses d'abandon, je ne pourrais pas survivre sans, de la perte des repères. C'est vraiment pour certains l'effondrement. Mais c'est intéressant d'examiner tout ce qui se loge comme croyance autour de cet attachement qui est pathologique quelque part, qui nous met en dépendance avec un être unique. Hein. Donc en général, plus on subit de ruptures et plus on est outillé pour faire face aux ruptures et plus on s'en remet vite et moins on s'écroule et plus on a confiance en la vie parce que l'expérience fait que ça nous donne un certain savoir-faire et en plus on gère notre solitude. Donc gérer la solitude, c'est prendre des appuis internes aussi, hein, plutôt que de sauter d'une personne et de remplacer, sauter d'une personne à une autre sans faire de deuil, c'est aussi ne pas savoir qu'on peut gérer seul. Voilà. D'autres remarques ou questions ou témoignages de vos histoires d'amour? Oui, vas-y. Oui, bien, avec plaisir. Hein. Alors, sinon, je reformule. Tu le dis et je te reformule. Moi, je me pose la question, quand vous dites, au bout d'un moment, quand on a subi pas mal de ruptures, on est outillé et on peut mieux assumer la solitude et le monde qui construit. Voilà. Oui. Je me dis, mais peut-être aussi, c'est une question, est-ce qu'il n'y aurait pas un processus d'habituation à la rupture qui ferait qu'on reproduirait le même schéma de quitter ou de se faire quitter sans jamais trouver justement le meilleur dont vous parliez, se poser un peu dans une relation? Oui, ça c'est... Alors je répète. Moi je disais quelque chose qui fait sens pour moi, mais c'est vrai que c'est une question il y a l'autre versant. Effectivement, en général, on est plus outillé. Plus on fait de séparation, plus on se sépare et plus on apprend à gérer. Mais néanmoins, effectivement, si on ne pose pas les choses et qu'on n'examine pas de plus près notre fonctionnement, c'est-à-dire à partir de quel endroit je romps ou je me fais quitter,
Si je ne mets pas un peu les cartes sur table et que je ne regarde pas tout ce qui me motive, tout ce que je répète comme schéma, on risque de répéter sans arrêt les mêmes choses. Soit je me fais quitter sans arrêt et c'est très, très désagréable, soit c'est moi qui quitte tout le temps et je prends les devants, etc. Je contrôle, mais je ne change rien dans ma manière de faire. Donc effectivement, tout le travail sur soi, à mon avis, dans les histoires de rupture amoureuse, est quand même nécessaire. C'est-à-dire, je vais prendre un temps pour poser, mieux regarder ce qui se passe, plutôt que de continuer de répéter inlassablement toujours mes mêmes schémas. Mais ça veut dire que j'ai un intérêt pour regarder, m'introspecter et voir qu'est-ce qui se passe en moi, comment je fonctionne et comment je dysfonctionne. Qu'est-ce que je viens répéter de mon enfance qui se reproduit dans ces histoires de rupture, voilà, ou de maltraitance que je me fais, ou de ne pas savoir rompre. Et oui, effectivement, hein, pour moi, de toute façon, je vais vous dire une chose. Hein, la seule chose qui est vraiment, la seule démarche, c'est la démarche intéressante sur Terre pour moi, c'est la démarche d'introspection qui est comment on est construit, comment on fonctionne, qu'est-ce qui se passe en nous, voilà. C'est la démarche la plus intéressante de ma vie, je trouve. C'est la passion de ma vie, ça. Oui. Non, moi, c'est pas une question, c'est que le travail sur soi, il peut se faire aussi seul. Qui fonctionne. Ah bah bien sûr, ah oui, non, mais, oui. Ah oui, tout à fait. Bonne remarque. Donc, le travail sur soi se fait dans un couple qui fonctionne, bien évidemment. Le travail sur soi, il peut se faire partout. C'est-à-dire, le travail sur soi, c'est mettre de la conscience sur nos mécanismes. Évidemment, pour qu'un couple fonctionne, il vaut mieux mettre de la conscience sur nos mécanismes, ses mécanismes, comprendre son fonctionnement, mon fonctionnement, voir comment on peut s'acheminer ensemble. Et c'est évident. C'est encore plus nécessaire quand ça dysfonctionne. Oui. En général, c'est ce qui se passe. Oui, les couples, je dis toujours, le chantier est le couple est un chantier, hein, c'est vraiment un chantier des plus difficiles. C'est peut-être un des chantiers les plus difficiles de notre vie à réaliser. Donc pour que vraiment il soit harmonieux dans le sens d'investi, engagé, avec de la passion et d'intimité, je pense que c'est important d'y travailler, de travailler sur soi, que l'autre fasse un travail sur lui, et qu'on mette le meilleur en commun. Effectivement, c'est un travail de longue haleine. Hein. Et ça ne se fait pas comme ça en 2 minutes. Il y a un travail de maturation aussi. Hein. Et d'intention. J'ai l'intention d'aller me connaître, te connaître, dans nos mécanismes, dans nos fonctionnements, et de voir qu'est-ce qu'on peut s'offrir de meilleur l'un à l'autre, se comprendre, arrêter de s'exiger, de se faire des reproches à l'emporte-pièce, et choses comme ça. Oui, effectivement, c'est tout un chemin. Hein, et probablement que les couples qui fonctionnent le mieux sont des couples qui ont veillé là-dessus. Ouais. Simplement, et le mieux, ce ne serait pas d'aimer quelqu'un, mais de ne pas vivre ensemble. Alors, je n'ai pas parlé des modalités. La question ici, c'est est-ce que le mieux, c'est de vivre, d'être en relation sans vivre sur le même territoire? Là, vous êtes sur ma prochaine conférence à la Gazette Café qui est sur le thème de partager l'intimité. La prochaine fois. Là, la question, on était plus sur la rupture. Je n'ai pas parlé des modalités de fonctionnement. Après, d'un couple à l'autre, d'une relation à l'autre, d'une personne à une autre, il y a des personnes avec qui sa personnalité va vous permettre d'être facilitante sur un quotidien, ça va être fluide. D'autres personnes avec qui ça ne va pas être fluide dans le quotidien, on va s'arracher les cheveux. C'est peut-être pas la peine d'en arriver là. Voilà. Donc on peut très bien, il y a plein de manières de vivre la relation aujourd'hui, surtout ici dans nos sociétés. Il n'y a pas une et une seule manière. Je pense que le couple est inventé, à créer, et la manière propre de gérer sa relation à l'autre, en fonction de chaque personne est différente, et elle est toujours inventée. Hein, et de ne pas modéliser sur les autres, de vraiment se faire confiance sur quelle est la meilleure relation pour moi avec cette personne-là. Et peut-être que dans 6 mois, avec elle, ça va encore changer, et peut-être que ça peut encore changer, ça peut tout le temps changer. Voilà, tout bouge tout le temps. Et est-ce que je peux justement créer, inventer la meilleure manière qui nous convienne à tous les deux, qui peut s'ajuster au fur et à mesure. Et moi, je n'ai pas de recette sur quelle serait la bonne pour vous, mais elle est à réfléchir hein, sur les modalités de fonctionnement. Là, on est sur des modalités de fonctionnement. Autre chose sur vos ruptures Ouais. Oui, vas-y, tu peux se poser, tu peux venir. Hein. Alors attends, je te donne le micro. Ah. Merci, les deux. Oui, il y en a un qui amplifie, l'autre qui enregistre.
Non, c'est juste une petite question. Donc en fait, si on doit avoir en fait une personne qui doit être passionnée, ça sous-entend qu'en fait il y a quelque chose de spécial. C'est le contraire de la chose qui est plan-plan, toute plate. Ouais. Et parle dans le micro. Alors donc si une histoire est en fait censée se passer avec passion, c'est qu'on sous-entend qu'en fait qu'il y a quelque chose de spécial qui se passe dans la relation. Et donc si quelque chose de spécial se passe dans la relation, c'est que cette personne à qui on est a quelque chose de spécial. Mais si donc il y a, si on doit croire une société d'abondance où en fait la personne n'est pas la seule qui serait capable d'être dans la relation, pourquoi ça n'ouvre pas la porte aux relations multiples? Et donc pourquoi rester dans la monogamie à ce moment-là? Ça c'est une bonne question. Et là aussi tu es sur le thème de ma prochaine conférence sur le polyamour, qui a lieu la semaine prochaine je crois. Mais néanmoins il y a quand même une remarque que je voudrais faire là-dessus. C'est quand déjà le postulat pour moi est erroné. Quand je dis je vis une histoire passionnante avec l'autre, enfin je suis passionnée, ok, et j'attribue à l'autre, il est unique en son genre, il me fait vivre de la passion. Non, c'est pas lui qui me fait vivre de la passion, c'est mon goût. Revenez toujours sur vous. Réappropriez-vous ce que vous laissez à l'autre. C'est mon goût pour la passion qui me fait avoir un regard, un prisme sur l'autre, comme quoi il est passionnant. Je le rends passionnant. Parce que j'ai un goût pour la passion. Donc ça ne dépend pas de l'autre, ça dépend de vous. Et vous allez remarquer que vous allez changer d'objet d'amour et vous allez remettre cet ingrédient parce que vous avez un goût pour la passion et l'état amoureux. Et vous allez rendre passionnantes toutes vos relations. Mais c'est pas... Et vous allez vous raconter que c'est grâce à cette personne, elle est unique, elle est tellement formidable, elle est tellement ceci, cela. Mais vous passionnez, vous mettez un regard passionnant vous mettez ce prisme. Mais ça vous appartient, ça n'appartient jamais à l'autre. L'autre révèle ça en vous. C'est à vous, c'est pas à l'autre. Donc déjà, à chaque fois que vous partez sur l'autre, revenez sur vous. Rien n'est à l'autre, réappropriez-vous tout ce que vous laissez chez l'autre, tout est à vous, tout part chez vous. Voilà, ça c'est la première chose. Ensuite, si tu mets ce regard de passion et d'intensité partout, pas que sur des êtres d'abord, ça peut être sur des tableaux, ça peut être sur tout et n'importe quoi, eh bien effectivement... on peut se rendre compte qu'on peut s'unir à ce que j'ai dit, pas mal de personnes, pas qu'une sur Terre. Après, si vous croyez dans la théorie des âmes sœurs et des flammes jumelles, eh ben non, vous allez vous accrocher à une, rien qu'à une, et j'espère pour vous que ça va bien se passer pour vous, parce que si ça se passe mal, vous en avez pour toute votre vie à vous en remettre. Donc le deuil va être long. Ouais. J'ai une autre question. Par exemple, dans les relations que j'ai eues, il y en a que je ne vois plus, mais je les aime. J'ai un peu du mal à la fin d'une relation d'être dans une espèce de haine ou de colère. C'est-à-dire, j'aime toujours la personne, donc c'est toujours là. Mais après, je peux voir une autre personne, et après, je me suis aperçue que je peux aimer deux personnes aussi. Oui. Bon, et ça m'est arrivé d'aimer deux personnes. Donc je reformule, on est dans la suite logique. Je peux aimer plusieurs personnes à la fois. Donc vous pouvez aimer plusieurs enfants, vous pouvez aimer plusieurs personnes. Donc il n'y a pas de souci avec ça. Après, c'est quels sont mes codes, est-ce que je me donne le droit ou pas? Donc là, on est plutôt dans les modèles. On verra ça précisément, vous reviendrez sur la conférence sur le polyamour. Ça, c'est là où je traite de cette question-là. Maintenant, vous allez voir que après les ruptures, il y a des personnes qui vont vraiment être dans la haine, qui vont vous vouer de la haine et de la mésentente jusqu'à la fin de la vie, qui ne vont jamais pouvoir faire la paix avec vous. On voit des fois dans des divorces combien les conjoints séparés se mettent sur la tête, se font des procès, prennent les enfants en otage pendant des années, ils n'arrivent pas à apaiser le lien. Et c'est comme ça. Je pense qu'il y a des personnes qui sont tellement traumatisées qu'elles ne peuvent pas lâcher prise. Elles ne peuvent que vous voir comme un objet mauvais. Vous êtes la mauvaise personne sur laquelle il faut batailler, militer contre. Vous êtes l'ennemi numéro 1 à battre. Voilà. Et puis d'autres personnes moins traumatisées vont pouvoir lisser, vont pouvoir être plus dans je reconnais, on a vécu une belle histoire, mais bon voilà, on a fait de notre mieux et ça s'est arrêté là. Et est-ce qu'on peut apaiser l'histoire? Donc certaines personnes vont pouvoir et d'autres ne vont pas pouvoir apaiser la relation, et ceci des années après.
Donc, et c'est comme ça, hein, je pense qu'il y a, c'est respectable, je pense qu'on n'est pas tous les mêmes. Je pense qu'il y a à comprendre que celui qui vous en veut jusqu'à la fin des temps, il vous en veut et il ne peut pas faire autrement que de vous en vouloir. Et son point de vue, de sa fenêtre, c'est respectable. Votre fenêtre est différente, sa fenêtre c'est celle-là. Point. Il n'y a peut-être pas à vouloir le changer ou à vouloir que ça s'apaise à tout prix si l'autre ne peut pas émettre autre chose dans ses ondes. Il n'a pas la possibilité de faire autrement. C'est comme ça. C'est à vous de ne pas vous mettre par tel en tête en disant « Mon Dieu, c'est dramatique, il ne peut pas, il ne peut juste pas. » Voilà. Comme ça. Vous êtes vu comme le mauvais objet, n'oubliez pas. Hein. Bon objet, mauvais objet. Hein. C'est ce qu'on fait sur nos parents quand on est petit. Le nourrisson fait ça avec sa mère. Hein. Maman est une bonne personne ou une mauvaise personne quand elle ne fait pas ce que je veux. Hein. Donc on va projeter ça sur nos relations amoureuses, hein, puisque nos relations amoureuses, nos partenaires de vie amoureuse ne sont que des substituts des imagos parentaux. Donc on va projeter cette histoire de bonne ou mauvaise personne. Hein. Tant que la personne, elle me contente, elle est bonne, je l'aime. C'est une mauvaise personne, elle ne me contente pas, je ne l'aime plus. Voilà. Donc on n'est pas là pour s'aimer, hein, ça ne veut rien dire, le mot amour ne veut rien dire, je le dis sans arrêt, mais ça ne veut rien dire. On est là pour apprendre à s'aimer. Oui. Quand une personne dans la rupture reste dans la haine, quand une personne dans la rupture reste dans la haine, est-ce qu'en fait, c'est pas la haine qu'elle a envers elle-même oui. projette sur l'autre? Est-ce que c'est pas de la haine qu'elle a envers elle-même qu'elle projette sur l'autre? Alors c'est une bonne remarque ça. En général, je vais répondre oui. En général, c'est le cas. Parce que quand je me coupe de toi, je me coupe de moi. Regardez bien. Quand je romps, donc je me mets en rupture de lien. Hein, je me coupe de toi. Et en me coupant de toi, je me coupe d'une partie de moi. Toujours. N'oubliez pas, on n'est jamais séparés. En fait, on n'est pas séparés. C'est une illusion d'optique, cette histoire de séparation. Je vous ai expliqué la non-séparation, on vient de là, on ira là. Donc on n'est pas séparés. Donc si je me coupe de moi. Donc il y a une partie de moi dont je me coupe moi-même. Hein. Je me mets en haine, je ne suis pas en bienveillance par rapport à moi quand je me coupe de toi. Hein. Je le fais par nécessité, parce que je n'arrive pas à faire autrement que ça. C'est l'impasse. Je ne sais pas faire autrement. Je suis dans une impasse et je crois que je ne vais pas y arriver avec toi. Je n'ai pas l'équipement, je n'ai pas les moyens pour dépasser ce truc-là, donc je romps. On est dans la survie. Hein. Quand on rompt, en général, on est dans la survie, on n'est pas dans la vie. On n'a plus les moyens. Et donc, on se coupe de soi. Toujours, toujours, toujours. Revenez toujours sur vous, réappropriez-vous tout. Tout ce qui se passe, c'est en vous que ça se passe. Je me coupe de toi, je me coupe de moi. C'est une question d'ego. L'ego, c'est de la personnalité, c'est la même chose. C'est le même mot, hein, ego et ego. Donc c'est ma personnalité contre ta personnalité qui s'achoppe et qui n'arrive pas à s'allier. Parce que nos personnalités sont névrosées, comme nous tous, et donc elles n'arrivent pas à faire l'alliance. Et c'est juste pas possible, parce qu'on n'est pas conditionné de la même manière, on ne croit pas, on n'a pas les mêmes valeurs, et voilà. Donc mes valeurs s'achoppent sur tes valeurs, mes besoins s'achoppent sur tes besoins, et point. Un point, c'est tout. Donc on rompt à cause de ça. Mais évidemment, on est toujours dans une histoire d'ego à ego. Hein. C'est ça l'ego, c'est la personnalité. De moi à moi. Moi je. C'est la même chose. Donc on n'arrive pas à aller au-delà de ça. Tu vois, on n'arrive pas à faire la paix, c'est-à-dire à faire un pas en arrière en disant est-ce que je peux te prendre dans l'ensemble de ta personnalité avec le bon et le moins bon, sans couper le lien. Si je coupe le lien, c'est que je vois que tes ombres. Je vois que la mauvaise partie de toi, et je ne peux pas relationner à partir de tes ombres. Ça me met trop mal, je suis trop blessée, je suis trop heurtée, et donc je n'arrive plus à faire l'alliance avec toi. Ma personnalité ne supporte pas ta personnalité. Ma petite personne ne supporte pas ta petite personne. On s'est dit autrement, mais c'est pareil. Hein. Voilà. Donc je n'ai pas la distance pour voir que c'est ma petite personne, parce que je suis responsable de ma petite personne, mais je ne le sais pas. Je méconnais que c'est ma petite personne et mes névroses qui m'empêchent de fonctionner avec l'ensemble de ta personnalité. Je n'y arrive pas. Et c'est légitime, hein, du point de vue relatif. C'est humain, je dirais. Mais parfois, quand on prend un peu de champ et qu'on se sent mieux, on s'est occupé de soi, on a pris soin de ses besoins, on peut fonctionner avec la personnalité de l'autre, même qui nous heurte. On peut prendre l'autre à l'endroit où il est. On peut l'accepter tel qu'il est, en fait. C'est plus facile, parfois. Il faut avoir fait un travail sur soi pour pouvoir relationner avec des personnes à l'endroit où elles sont, c'est-à-dire avoir moins d'attentes sur elles, hein, moins d'expectatives, parce qu'on sait se gérer soi-même.
Et on n'est pas en manque tout le temps, on a plein d'autres passions dans sa vie, on a plein de choses qui nous intéressent, donc on n'attend pas tout de la personne. Et évidemment, ça va beaucoup mieux à ce moment-là, on est plus en capacité, nous, dans notre personnalité, d'accueillir la personnalité de l'autre, dans son global, dans sa globalité. Pas juste dans ce qui nous fait du bien. On peut prendre ce qui nous heurte avec. Voilà. Et ça, c'est merveilleux, mais c'est pas gagné. La partie n'est jamais vraiment gagnée. Et le mieux que vous puissiez faire, c'est quand l'autre ne vous veut pas, qu'il vous lâche, parce que des fois ça arrive, eh bien, de continuer, de vous aimer, de vous chouchouter, de vous soigner, de penser vos blessures, de vous passionner pour ce qu'offre la vie, et d'accepter de souffrir, parce que ça va passer par les étapes du deuil, et donc il va y avoir de la souffrance, et d'être OK avec la souffrance. La vie, c'est pas toujours le grand sourire, c'est pas toujours merveilleux, il y aura des moments de souffrance, et vous allez apprendre quelque chose de cette souffrance. Elle est légitime, elle est bonne, même elle est saine, c'est OK, c'est normal. Voilà, il y a à normaliser la souffrance aussi, et à l'accepter, à l'accueillir, dans le sens que c'est une épreuve, et c'est un passage, et ça fait partie de la vie. Voilà, on ne peut pas faire sans, donc on fait avec. Au lieu de faire sans, on fait avec. Mais on ne rajoute pas du psychologique. Il n'y a pas besoin de rajouter des tas de trucs, genre il n'y en aura plus jamais, c'est fini. Voilà. Gardez la confiance en la vie, ça vous aidera. Voilà. Je ne sais pas quelle heure. Ouais, j'ai dépassé là, je vais me faire engueuler à chaque fois que je dépasse. Voilà, donc je vais arrêter. Merci à vous. Autre chose avant de vous quitter. Donc je vous fais passer une liste pour ceux qui veulent se mettre sur ma mailing list pour être au courant de toutes les interventions que je fais, tous les thèmes. Je monte un groupe continu qui démarre le 31 mai, qui n'est pas une conférence, hein, c'est entre formation et thérapie de groupe. Donc en petit groupe, justement, venir exposer vos cas, vos situations, hein, c'est de la thérapie de groupe, mais sur la relation amoureuse. Donc ceux qui sont intéressés, venez me voir. Sinon, j'anime des stages aussi, je co-anime des stages de tantra, j'anime aussi des groupes. Voilà, je fais plein de choses. Donc la prochaine conférence ici à la Gazette Café, c'est sur partager l'intimité. La prochaine, c'est sur le polyamour. Si vous allez sur mon site, à Véronique Cohn, vous trouvez tous les articles, les vidéos aussi, parce que je monte des vidéos sur les conférences que je fais. Et puis, vous trouverez aussi tous les événements que j'organise autour des thèmes de la relation amoureuse, et pas que. Voilà. Merci à vous en tout cas, et puis moi je vais rester un petit moment là si vous avez envie de me parler. Voilà. Merci.